Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler de finances durables. Alors, je vais commencer très rapidement par des petites présentations. Donc, tout d'abord, c'est Dominique Giaviccioni de France Active. Ensuite, Bernard Vigne de l'ADEME. Après, donc, William Furic du Crédit Coopératif. Et enfin, Alexandre Rambaud d'Agro Paritech. Alors, pour ma part, donc, Dimitri Carbonel donc, de Livosphère. Donc, je vais animer cette table ronde. Petit point, effectivement, vous voyez, il n'y a aucune femme. Donc, si jamais il y a des femmes qui nous écoutent, qui veulent parler de finances durables, n'hésitez pas à nous l'indiquer parce qu'on a absolument besoin de vous pour qu'on soit un peu plus mixte la prochaine fois. Alors, est-ce que chacun d'entre vous, vous pourriez donner quelques mots, vous présenter en quelques mots sur votre activité et puis ce que vous faites Dominique, je te laisse commencer. Oui, merci. Merci Dimitri. Voilà, donc moi je suis donc Dominique Giaviccioni de France Active PACA. Je suis directeur de France Active PACA. France Active PACA, en fait, c'est un organisme qui permet en fait aux projets un peu compliqués, aux projets de l'économie sociale et solidaire, aux projets engagés, d'accéder au crédit. Voilà. Notre métier, en fait, c'est de permettre en fait la constitution de tours de table financiers. Et pour ça, en fait, on a un certain nombre d'outils. On a des outils de prêt, des outils de prêt participatif. On a des outils de garantie bancaire également. Et notre métier, c'est de faire venir autour du projet des acteurs bancaires privés. Voilà, et donc d'avoir un effet de levier. On a financé l'an dernier, en 2020, en région PACA, près de 250 projets. Voilà, pour un montant de tour de table financier d'à peu près 16 millions d'euros. D'accord. Bernard, je te laisse parler. Bernard Vigne, donc je suis le coordinateur du pôle économie circulaire et déchets à la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, l'ADEME, historiquement, maintenant, ça s'appelle l'Agence de la transition écologique. Nous avons des sites centraux et nous avons des directions régionales, donc on est 900 personnes environ. Et dans l'essence même de l'ADEME, nous apportons des subventions et des aides remboursables sur des domaines que sont l'énergie, l'économie circulaire, bon, qui est un domaine quand même assez vaste, on pourra y revenir, les transports, la mobilité, et la recherche et développement est aussi développée via les programmes d'investissement d'avenir chez nous. Donc c'est comme ça un petit peu que ça se passe. Oui, effectivement, l'ADEME, c'est un peu le bras armé, notamment sur la partie France Relance, d'après ce que j'ai... Oui, on intervient dans le cadre, on est des opérateurs, je ne sais pas s'il y a le petit slide sur lequel nous intervenons dans le cadre du plan de relance. Nous sommes un peu la mise en place régionale des politiques de l'État en région. Donc notre rôle est incitatif, nous. C'est-à-dire que nous apportons des subventions lorsque nous ne sommes pas dans le cadre réglementaire. Lorsque c'est le cadre réglementaire, nous n'intervenons plus. Donc il y a un rôle d'incitation aux porteurs de projets qui vont proposer des choses nouvelles, ouvrir de nouvelles voies. Alors ce ne sont pas des subventions, c'est de l'argent public bien entendu, mais ce ne sont pas des subventions qui sont destinées au grand public. Il faut avoir un numéro de SIRET pour pouvoir prétendre à une subvention. Donc ce sont les associations, ce sont les collectivités ou les acteurs privés. Très bien, merci Bernard. William, oui. Je te laisse parler. Merci Dimitri. Bonjour, William Furic. Je suis le directeur du centre d'affaires de la banque Crédit Coopératif qui se situe à quelques mètres d'ici. Donc avec 25 collaborateurs en local, mais c'est 2000 personnes, le Crédit Coopératif au niveau national. C'est la seule banque coopérative nationale. Toutes les autres banques coopératives qui existent sont plutôt régionales. Nous sommes nationales. On travaille beaucoup avec les différentes têtes de réseau au niveau national et au niveau local, notamment sur Marseille. On va pouvoir distribuer des produits de la finance, puisqu'on va parler de la finance, mais la finance patiente, durable, qui apporte à l'économie réelle, qui va soutenir l'humain, les projets sociaux. On va beaucoup travailler évidemment avec France Active, qui est un de nos partenaires depuis très longtemps. On fait partie du tour de table, on n'est pas les seuls, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les projets et notamment sur Marseille. L'année dernière, c'est près de 100 millions d'euros de crédits distribués dans des secteurs aussi
différents que les énergies renouvelables, évidemment, mais également la culture. Il n'y a pas très longtemps, dans la région, on a financé un cinéma qui respecte tout ce qui est basse consommation. On va travailler avec la distribution alimentaire, mais responsable, et avec quelquefois des projets. Tout à l'heure, on avait une présentation de l'épopée qui est portée par Synergy Family. Oui, il faut des fous un petit peu pour financer tout ça, et même les banquiers peuvent être un petit peu fous, pas trop quand même. Il faut quand même, une part de risque en plus, en fait. Voilà, mais une petite part de risque, il faut être un petit peu fou, et on fait partie de ces banques-là. Alexandre. Alors, bonjour, Alexandre Rambaud. Donc, je suis ancien chercheur à Groupe Hightech et chercheur associé à l'Université Dauphine, et je co-dirige la chaire comptabilité écologique, qui est chaire multi-acteurs portée par Groupe Hightech, Dauphine, l'Université de Reims, l'Institut Louis Bachelier, entre autres. Je passe sur les autres partenaires. Il y a aussi le ministère de la Transition écologique dedans, Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Et je suis membre aussi de la commission finances durables de l'autorité des marchés financiers. Ma spécialité étant le développement de l'étude de la comptabilité écologique. Et dans ce cadre-là, je dirige l'organisation des futurs états généraux de la comptabilité extra-financière au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, qui aura lieu en novembre. Et je développe le modèle CARE, qui commence à se diffuser et qui a fait l'objet d'ailleurs en région PACA d'une vaste expérimentation avec l'ADEME, qui s'est terminée l'année dernière. On attend les restitutions normalement durant l'automne. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après. Donc, pour ma part, donc, Dimitri Carbonel, donc, je suis fondateur de Livosphère. Donc, notamment, j'accompagne pas mal d'entreprises justement sur la transition environnementale, bas carbone et l'économie circulaire. Et puis, je fais partie aussi du Shift Project, qui est présidé par Jean-Marc Jancovici, notamment. C'est à cette occasion que j'avais notamment travaillé sur la loi climat, et je réalise aussi pas mal de conférences climat sur ce sujet. Alors, d'abord une petite introduction, parce qu'on va parler pas mal de sujets. Il y a des questions typiquement comme est-ce que la finance, est-ce qu'elle peut être vraiment durable ou est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que, comment dire, quand on voit par exemple que des banques investissent à la fois dans les projets durables, mais aussi investissent dans des énergies fossiles, on peut se poser parfois quelques questions. On va voir si on va pouvoir aborder ces éléments-là ici. Aussi des questions aussi se posent sur la finance durable, sur est-ce qu'on peut réorienter l'épargne et les finances justement vers, comment dire, des activités qui sont plus durables. Potentiellement aussi taxer des investissements dits bruns, donc tout ce qui est dans le domaine des énergies fossiles, ce qui veut dire que d'un côté, on inciterait des financements je dirais, durables, verts, comme vous le voulez, et aussi, bien sûr, on dissuaderait des financements dans le mauvais sens. En Europe, notamment, je pense qu'Alexandre pourra peut-être en parler, on parle beaucoup de la taxonomie verte, mais on pourrait faire une taxonomie brune, pourquoi pas. On aura aussi d'autres sujets, comme l'évaluation des financements publics, par exemple dans le cadre de plan de relance. On peut se poser aussi la question. Alors aujourd'hui, il y a une partie, je crois, de mémoire sur les 100 milliards, il y a environ 30 milliards qui sont dits verts. Sur les 70 milliards, je crois que le Haut Conseil au climat indique qu'en fait, ils ne sont pas neutres, tel que le dit le gouvernement, mais ils ont un impact, parce qu'on finance comme une activité qui, par définition, est carbonée. Donc ça peut-être vaudrait le coup de le dire tel quel, ce n'est pas complètement neutre. Et enfin, il y a peut-être aussi d'autres sujets qu'on va voir, notamment en termes de comment est-ce qu'on évalue les projets, comment est-ce qu'on évalue les différents projets à l'aune notamment de leurs impacts par la suite. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet avec William. Première question, c'est rendre justement la finance verte. Est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on a les moyens effectivement de rendre cette finance verte? Juste pour donner quelques éléments, souvent quand on entend, alors je dirais plutôt à l'extrême gauche, certaines personnes qui disent bah oui, il faut arrêter avec le capitalisme. Alors je ne suis pas sûr que ça soit évident d'arrêter complètement les flux d'argent, mais c'est une autre histoire. Mais est-ce que malgré tout, c'est possible effectivement de rendre cette finance entre guillemets un peu plus verte, ou est-ce que c'est vraiment difficile? Alors, la réponse elle est simple, c'est oui, on peut. Oui, on peut, mais c'est même au-delà de ça, c'est que oui, il faut la rendre verte, cette finance. La finance, alors je vais donner un grand chiffre, mais je suis toujours assez impressionné, la finance, c'est 400 000 milliards d'euros. 400 000 milliards d'euros dans le monde.
c'est plus de 4 fois le PIB mondial, et on voit bien que du coup les enjeux sont très très importants et sont colossaux. Et on voit aussi, quand on voit que c'est 4 fois le PIB mondial, c'est qu'il y a une décorrélation évidemment entre la finance et l'économie réelle. Nous, on s'attache au Crédit Coopératif à financer en priorité, voire même que l'économie réelle. Mais on est 1500, 2000 personnes. On est une petite PME de la banque, hein, même si on distribue beaucoup de crédits. Et effectivement, ça commence par nous, mais ça doit se propager à toute la finance. Et effectivement, il y a du chemin. La bonne question qu'il faudrait qu'on se pose, au-delà de savoir si on peut rendre la finance verte, c'est plutôt de savoir comment la finance, avec ses 400 000 milliards d'euros, peut accompagner le verdissement de l'économie réelle. Plutôt le voir comme une aide que se dire voilà, on va tout changer, on va tout révolutionner. Non, comment on peut effectivement accompagner le verdissement de l'économie réelle, et là, oui, il y a des solutions. Là, il y a des solutions. Parce qu'il y a une des problématiques, notamment moi je travaille pas mal dans le domaine de l'économie circulaire. Je vais prendre l'exemple du textile, hein, où effectivement ça coûte beaucoup moins cher d'importer du textile, par exemple de Chine, et puis ensuite de faire fabriquer les vêtements donc, là-bas, de la ramener en France, et puis après derrière les déchets de les envoyer en Afrique, parce qu'effectivement il faut de la main-d'œuvre pour potentiellement recycler ce textile. Hein, c'est pas toujours non plus, ça coûte de l'argent, de la main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on peut parvenir à rendre rentable ou est-ce que justement ces activités, est-ce qu'il faut les subventionner, est-ce qu'il faut légiférer? Il y a un mécanisme notamment d'ajustement de taxes carbone aux frontières. Enfin, quels sont les différents leviers qu'on pourrait utiliser, hein? Il y a beaucoup de leviers. Alors, il y a deux choses. On parlait tout à l'heure avec France Active, justement, on parlait du textile, mais c'est déjà de commencer sur l'économie réelle avec financer des projets qui paraissent un peu fous, on parlait tout à l'heure, mais là, il n'y a pas une heure ou deux, on est approché, le Crédit Coopératif de Marseille, pour financer la fabrication de soutien-gorge à partir d'algues. Non, mais ça a l'air de rien, mais vous allez voir n'importe quelle banque aujourd'hui et vous dites, alors voilà, je voudrais financer, je voudrais un financement. Là. On va vous regarder avec des grands yeux et on va vous dire, non, c'est pas possible, non, ça rentre pas dans nos possibilités. Là, oui, effectivement, on a des solutions. Alors, c'est sûr qu'on reste quand même une banque, donc on parlait de rentabilité, on va regarder si effectivement le prêt qu'on va faire, il va être remboursé. Donc est-ce que le projet il est rentable, etc. Mais on va travailler avec France Active qui va regarder tout ça, qui va accompagner le porteur de projet. Il y a des solutions à ce niveau-là. Là, c'est sur l'économie réelle. Après, si on veut voir à une échelle beaucoup plus macroéconomique et savoir quels sont les leviers, oui, évidemment, sur la taxation, il faut aussi, il y a des choses à faire là-dessus. Après, peut-être que mon voisin pourra mieux en parler que moi sur tout ça. Mais oui, il y a des solutions. Après, je pense que c'est au quotidien aussi. Et puis, ça vient aussi des consommateurs. Faut faire confiance aussi aux consommateurs. Il faut lui donner les clés. Il faut lui donner l'information. Il faut pour cela être transparent. Et c'est vrai que nous, en tant que banque, tous les projets qu'on finance aujourd'hui sont transparents. Les clients, alors évidemment, avec le secret bancaire, évidemment, mais les consommateurs peuvent aller voir ce qu'on finance et se dire, voilà, on est sur une traçabilité, on est sur quelque chose qui est fléché pour la transition écologique, pour l'économie circulaire. Et donc, je choisis de confier mon argent à ces agents, ces acteurs, plutôt que toujours de se dire bon voilà, je vais sanctionner, on va aller se trouver des solutions pour sanctionner. À la limite, c'est peut-être le rôle de l'ADEME, Bernard, aussi peut-être aussi alors je ne sais pas si vous allez vous lancer dans le financement de soutien-gorge fait à partir d'algues vertes ou d'autres vêtements, peu importe, mais est-ce que justement c'est pas l'ADEME aussi de financer cette part de risque? Et après la question aussi c'est quels sont les différents modes de financement et peut-être aussi quels sont les projets peut-être un peu emblématiques que vous avez, hein? Ce qu'il y a, c'est que nous, les subventions liées à l'argent public, il faut qu'elles aient quand même une vocation soit à créer de l'emploi, soit à amener une structuration du territoire, soit à donner une avance technologique au pays. Donc tout ce qui peut être filière de valorisation de déchets, c'est quelque chose qui nous intéresse.
Et c'est quelque chose sur lequel on peut éventuellement amener. Bon, on a des critères, effectivement, comme je le disais, des critères liés à l'État, ce qu'il veut mettre en place, mais on a quelques latitudes parfois pour intervenir. Et effectivement, la subvention est une béquille au risque, de toute façon. C'est-à-dire que les gens qui prennent des risques, bon, alors moi je ne connaissais pas l'histoire du soutien-gorge à base d'algues. Bon, je ne sais pas si on pourrait intervenir sur le sujet, mais c'est vrai que toute création de filière comprend un risque et la subvention est là pour compenser ce risque. Puisque finalement, nous, on est dans le rôle incitatif, on fait prendre un risque aux porteurs de projet et c'est un peu une compensation à ce niveau-là. Oui, parce que ça signifie. Enfin, c'est vrai que bon, j'en connais des entreprises parfois ou des startups qui. S'appuie un petit peu trop sur les subventions et qui oublie que derrière, il y a un modèle économique quand même à avoir. Et lorsque la subvention, pouf, elle tombe... Oui, c'est exact. Bon, on a un peu ce problème-là avec les recycleries, par exemple. Les recycleries qui sont un concept qui est extrêmement intéressant, puisque ça évite la production du déchet et une remise en circulation, réemploi, réutilisation. Mais on voit bien qu'elle fait quand même appel énormément à l'économie sociale et solidaire. Et le modèle économique est fragile. Donc souvent, quand les aides s'arrêtent, arriver à vivre de cette activité, c'est pas si simple. Mais est-ce qu'on pourrait pas justement avoir des systèmes un peu de réduction progressive des aides? Peut-être que ça existe déjà, pour qu'entre guillemets, pour qu'ils comprennent que voilà, il faut commencer un petit peu à travailler un peu plus sur le modèle économique, ou peut-être que c'est pas possible, hein, je sais pas. En tout cas, c'est pas ce qui a été pensé par l'État. En fait, vous pensez à une diminution progressive de l'aide pour arriver à passer ce que le cap, modèle, quoi, hein. voilà, à ce que le modèle économique puisse se mettre en place. Oui, c'est peut-être des choses à écrire et à envisager. Oui, Il faudra qu'on en parle. Alors. Ouais. Après, ça crée quand même une complexité administrative aussi, c'est pour ça aussi. Oui, vas-y. Oui, là-dessus, effectivement. C'est-à-dire que ici, on a divers acteurs autour de la table, différents acteurs, et qui adressent finalement des moments différents de la vie d'une entreprise. C'est-à-dire que en règle générale, l'ADEME est plutôt en amont du marché, donc sur la R&D, des moments très risqués finalement, où les banquiers vont moins, voilà, voire pas vraiment. Voilà, donc l'ADEME est nécessaire à ce moment-là. Ensuite, il y a d'autres moments, d'autres stades de la vie de l'entreprise, le développement commercial par exemple, et là, une fois qu'une partie du risque finalement a été pris au niveau de l'ADEME sur la R&D, nous en fait, Crédit Coop, France Active, on peut intervenir. Voilà. Prenez le relais en fait. Exactement. Il y a une logique de lien finalement entre des acteurs comme l'ADEME ou le conseil régional par exemple et les acteurs bancaires. D'ailleurs Dominique, parce que bon, là effectivement on voit comment on peut prendre le relais. Après il y a aussi une autre question qui peut se poser, c'est quelle est la limite aussi dans le financement de projets de transition environnementale ou d'économie circulaire ou ces éléments-là en fait. Ouais. Donc dans votre intervention précédente, en fait, je vais faire un tout petit détour avant de répondre à votre question, si c'est possible. Vous évoquiez, donc vous preniez l'exemple d'une entreprise qui importe du textile de Chine, etc. Et vous parliez de valeurs financières, finalement. Finalement, en fait, la question de fond qui se pose à la finance, c'est la manière dont on va définir la notion de valeur. C'est quoi la valeur d'une entreprise ? Si on approche la valeur d'une entreprise à travers la question simplement financière, effectivement, il est plus rentable de produire en Chine. Si on approche la valeur de manière beaucoup plus large, si on prend en compte l'ensemble des impacts, l'impact sur l'environnement, l'impact sur les hommes et les femmes, etc., la durée de vie du produit, etc., on se rend compte que si on élargit en fait notre vision de la valeur, en fait, c'est pas forcément plus rentable de produire en Chine. Voilà. Et toute une question de définition et de la façon dont nous, acteurs du financement, on peut en fait prendre en compte ces valeurs qui sortent un peu du cadre habituel de la valeur financière des entreprises. Je voulais juste apporter donc cette précision. C'est tout à fait juste. Et par rapport à votre question, effectivement, c'est-à-dire que du point de vue de France Active, donc nous, donc par rapport au Crédit Coop, on est un petit poussé. On est donc une trentaine de personnes en région PACA. On est spécialisé, on a un focus particulier sur l'entrepreneuriat engagé, sur l'économie sociale et solidaire. Et on a donc une envie, en fait, on soutient déjà de nombreux projets qui relèvent de l'économie circulaire et de la transition écologique, mais on se heurte à un certain nombre de limites, effectivement. C'est-à-dire que assez rapidement, finalement, on est amené à rencontrer des entrepreneurs et des entrepreneuses qui s'inscrivent dans l'économie circulaire, par exemple, et qui proposent des solutions techniques qui sont assez complexes. On n'est pas des ingénieurs à France Active et
Et face à une solution qu'on ne comprend pas ou pas bien, on a un réflexe, comme tout banquier, de prudence. Et on a aussi, face à certains projets de l'économie circulaire, des questionnements en fait, sur la question réglementaire. On a une réglementation qui évolue très rapidement, et pour un acteur du financement, pour un banquier, c'est aussi un facteur de risque. Si on veut réduire en fait, le risque, finalement, en fait, si on veut que les acteurs du financement en fait, soient encore plus s'engager dans la finance verte, il faut mieux définir le risque, et il faut réussir à le réduire. Et on le réduit en ayant la capacité de mobiliser des expertises extérieures au monde de la finance, des ingénieurs, des juristes, des laboratoires de recherche, de manière à éclairer notre jugement et ainsi réduire le risque. Oui, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de projets. Parfois, malheureusement, il y a des sortes d'usines à gaz qui peuvent être créées, voire technologiques, pour résoudre un problème parfois simple. Donc, c'est même potentiellement absurde. Pour reprendre quelques exemples, c'est tout ce qui est capture de CO2, qui aujourd'hui est beaucoup plus c'est intéressant peut-être d'investir à long terme, mais qui est fortement, qui émet beaucoup de CO2. Après, il y a un point par rapport à la valorisation, notamment ce qu'on appelle des externalités négatives environnementales. Et je pense que ça concerne directement Alexandre. Je pense qu'il est pile poil dessus. Parce que lorsque justement, alors ça peut se faire au niveau d'un financement, effectivement, d'une initiative, d'un projet, d'une entreprise, d'une start-up, mais c'est même à l'intérieur même de cette entreprise, lorsqu'ils ont un certain nombre de projets, comment est-ce qu'on intègre tous ces impacts environnementaux, positifs et négatifs. Et notamment, il y a un des enjeux dont on avait évoqué tout à l'heure, c'est la notion de double matérialité. Donc, si je me souviens bien, c'est bien étudier à la fois les impacts que l'entreprise va avoir sur l'environnement, mais aussi dans le sens inverse, les impacts que l'environnement va avoir sur l'entreprise. Et donc, ce qui je pense qui serait vraiment intéressant, c'est d'expliquer comment justement ce modèle, je dirais à la fois de double matérialité fonctionne, comment ça impacte effectivement l'entreprise. Puis après, on pourra avancer un peu plus loin par rapport à ça. Oui, alors effectivement sur ces questions, et pour revenir sur la question sur l'impact justement, alors qui est à distinguer de la notion d'externalité, parce que les deux ne sont pas synonymes. Éventuellement, je pourrais revenir dessus. Ça crée un certain nombre de confusions justement, et notamment, on sait que dans les modèles bioéconomiques, l'intégration des externalités ne conduit pas à une préservation scientifique suffisante. Sur la question de la double matérialité, qui est en train de devenir un des sujets les plus brûlants à l'heure actuelle dans le monde de la finance et de la comptabilité durable au niveau international, et d'autant plus en Europe, la question qui se pose effectivement, c'est que la plupart du temps, quand on parle de la prise en compte du social et de l'environnemental, et quand je dis la plupart du temps, c'est 99% des cas, la vision est uniquement ce qu'on appelle une vision extérieure-intérieure, c'est-à-dire qu'on regarde les impacts positifs et négatifs de l'environnement sur l'entreprise, environnement social, environnement naturel. Et du coup, on a une réflexion qui est quasi systématique en termes de risque-opportunité, c'est-à-dire les risques, c'est les impacts négatifs sur, il faut le dire clairement, la valeur actionnariale de l'environnement, et les risques positifs, c'est ce qu'on appelle les opportunités de valeur. Par exemple, le changement climatique crée des opportunités, ça dégèle des terres, donc je veux dire, ça crée des opportunités, notamment, et en crédit de carbone, etc. Et donc, cette réflexion-là, elle est, encore une fois, ultra-majoritaire, et elle ne permet en aucun cas, d'atteindre une quelconque durabilité. Ça peut éventuellement amener une réflexion sur la résilience des modèles d'affaires, et encore, parce qu'on peut vraiment en discuter. Et donc, ce qui est en train d'être discuté au niveau de l'Union européenne, c'est justement de faire en sorte que les systèmes comptables et financiers intègrent l'autre matérialité, c'est-à-dire... Alors, la matérialité, au passage, en comptabilité, pardon, parce que c'est peut-être un mot barbare, ça correspond à la pertinence de l'information. Qu'est-ce qui est significatif ? Qu'est-ce qui apporte une information qui doit être prise en compte ? Et donc, la matérialité qu'on appelle intérieure-extérieure, c'est les impacts de l'intérieur, l'entreprise, ou d'ailleurs les portefeuilles, sur l'environnement. Et là, on est au tout début des travaux, avec une différence extrêmement profonde entre la philosophie de l'Union européenne, qui a décidé, et ça a été une décision vraiment officialisée, votée au niveau de l'Union européenne, de dire que maintenant, toutes les réglementations, et notamment ce qu'on appelle le plan d'action européen pour la finance durable, devaient être en double matérialité. Et ça va arriver, là, vraiment.
Tandis que côté pays anglo-saxon, on est exactement à l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas une volonté d'aller vers une matérialité intérieure-extérieure. Et quand on va sur une matérialité intérieure-extérieure, ça pose énormément de problèmes. Parce que du coup, ça veut dire, la conséquence de ça, c'est qu'il faut définir des notions, par exemple, comme les bons états écologiques des milieux naturels. C'est-à-dire justement les seuils scientifiquement décidés et collectivement acceptés qui permettent de savoir si on a un impact ou pas, un impact négatif ou pas. Il faut décider aussi ce qu'on appelle, il faut avoir des critères pour décider ce qu'est le travail décent, ce qu'est l'intégrité, la préservation de l'intégrité d'un individu. Et tout ça, donc, c'est des enjeux de taxonomie, c'est des enjeux de travail collaboratif très poussés avec les scientifiques. Mais on est au tout début, c'est-à-dire que, juste pour donner un exemple, le bon état écologique des sols, eh ben, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas d'institution qui fixe ça. Donc, actuellement, dire j'ai un impact négatif sur un sol, on n'est pas capable de donner un critère objectivé. C'est pas qu'on n'a pas de données scientifiques, hein, et on travaille, mais on n'a pas d'institution qui va dire voilà, ça, c'est pas bon, ça ne respecte pas le bon état écologique du sol, par exemple. Alors qu'on a ça sur le cycle de l'eau. Donc il y a une absence de données monumentale et une fragmentation plus des acteurs, parce que côté climat, ça va être le GIEC avec l'initiative SBT, les Science Based Targets, qui vont faire ça. Côté biodiversité, c'est l'IPBES. Côté cycle de l'eau en France, c'est les agences régionales de l'eau. Côté le sol, il n'y a personne. Donc c'est fragmenté et en plus, on a l'absence d'information. Et ça, c'est la base, mais vraiment le début du commencement pour aller vers une vision matérialité donc intérieure-extérieure. Et ce qui est quand même assez hallucinant, franchement, c'est qu'on parle de développement durable depuis des années. On n'a même pas l'idée actuellement sur plein de milieux naturels de ce que veut dire réellement préserver un milieu naturel. Ça pose quand même une question. Oui, parce qu'il y a un... Bon, effectivement, on pourrait avoir une approche peut-être, alors je ne sais pas si c'est facile ou pas, qui consisterait à avoir des sortes des visions grosso modo, parce que c'est comme tout, hein, c'est comme les émissions de CO2, on peut aller très très loin en aval ou en amont, mais on peut avoir une idée globale. Il y a un autre point sur la double matérialité. Je pense que ce serait extrêmement intéressant que, à un moment ou un autre, les programmes des candidats des présidentielles soient évalués en double matérialité. Hein. Je pense que dans le plan de relance, ça pourrait déjà être le cas, mais ça pourrait être le fait pour les... Je pense que c'est vraiment intéressant de voir cet impact-là. Après, il y a une autre question qui se pose, parce que, je prends un exemple tout simple, hein, imaginons Total Energy, hein, on va calculer sa double matérialité, hein, et potentiellement, cette entreprise va se retrouver avec un bilan extrêmement négatif, hein, c'est fort probable, et potentiellement qui pourrait tout à coup valoir beaucoup moins que zéro. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ce type de situation ? Est-ce qu'il faut avoir une sorte de double matérialité progressive, ou est-ce qu'au contraire, il faut y aller d'un coup, ou il faut accompagner l'entreprise ? Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça ? Alors, c'est évidemment une énorme question. Ce qui se passe, c'est que cette question donc, de la double matérialité, et notamment de la matérialité intérieure-extérieure, et du respect des bons états écologiques, génère une notion qui s'appelle la dette écologique. C'est-à-dire que si on ne respecte pas un bon état écologique, on s'endette vis-à-vis directement de la nature. Et même chose pour les êtres humains, on a des dettes aussi donc sociales. Et le problème, c'est qu'on s'est habitué, et c'est normal, hein, sur le système financier, à avoir comme première performance, c'est la solvabilité, c'est-à-dire la capacité à faire face au remboursement de l'argent qui est apporté à l'entreprise. Mais quand on est au niveau de l'environnement des êtres humains, alors là, par contre, on n'en parle pas du tout. C'est-à-dire que ce que j'appellerais une solvabilité écologique et sociale, on est vraiment très très loin d'en discuter, c'est-à-dire cette idée que l'environnement et les êtres humains font d'eux-mêmes en fait une avance à l'entreprise, à l'exploitation, et qu'à minima, il faudrait quand même leur rendre exactement ce qu'ils ont emporté. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours très simple. Hein. Le réchauffement climatique, ça va être compliqué de simple. revenir en arrière. Hein. Oui, mais justement, ce qui se passe, c'est la stratégie notamment SBT, c'est-à-dire le respect de budget carbone. Les budgets carbone correspondant à un respect d'une stabilité climatique. C'est une traduction d'un respect de stabilité climatique. Et donc, l'idée, c'est de dire, à partir du moment où une entreprise n'est pas solvable financièrement, elle doit fermer ses portes. À partir du moment où une entreprise n'est pas solvable écologiquement et socialement, c'est que son modèle d'affaires ne peut pas tourner. Et donc ça, c'est aux outils comptables justement de le chiffrer. C'est notamment ce que fait CARE. Et d'évaluer justement effectivement le risque, et peut-être justement, ayant cette information-là, de pouvoir anticiper et puis d'agir en conséquence en fait. Hein. Ah, totalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de faire une analyse qui intègre donc la dette écologique et la solvabilité écologique,
comme on fait une analyse financière, donc là étendue, on est capable de formuler une analyse de l'entreprise beaucoup plus fine qui va lui permettre d'avoir des trajectoires éventuellement de redressement, voire qu'un analyste dise écoutez, là c'est terminé, votre entreprise, le modèle d'affaires, il ne fonctionne réellement pas. Et puis potentiellement de changer de modèle économique ou faire de la transition peut-être des salariés. Parce que Bernard, vous avez mis en place une plateforme Agir pour la transition. Alors il y a 2 points, ça peut être intéressant justement d'expliquer ce qu'elle fait. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que l'ADEME, vous avez énormément de projets entrants, vous évaluez énormément de projets. Et je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas justement cette expertise, entre guillemets, à mutualiser, peut-être avec, je sais pas, France Active, Crédit Coopératif ou d'autres banques, pour que, d'ailleurs ensemble, pour que les critères d'évaluation de ces projets puissent être mutualisés. Donc ces 2 points, c'est bien comprendre cette plateforme, et après derrière, la mutualisation des méthodes d'évaluation. Oui, la plateforme Agir qui a été mise en place, c'est pour permettre aux porteurs de projets de connaître, je veux dire, s'ils ont la possibilité de déposer des demandes de subvention, et c'est une facilité numérique, donc c'est plus un outil. Mais moi, c'est vrai que je suis interpellé sur cette comptabilité écologique. Finalement, ça remettrait beaucoup de choses en question, et c'est un changement de paradigme aussi, puisqu'on a tendance à voir que la solvabilité, et l'ADEME y compris d'ailleurs, je veux dire, et c'est bien qu'on travaille ensemble sur le sujet. Parce que si une entreprise peut être solvable économiquement et qu'environnementalement c'est une catastrophe, comment on va réagir? Parce qu'il y a des emplois, parce que nous on subit toujours un chantage à l'emploi, et je veux dire, une entreprise qui fonctionne bien mais qui est un désastre écologique, ça va finir par nous poser un certain nombre de problèmes. Sinon, non, la plateforme Agir en tant que telle, elle est juste un outil pour permettre justement de mieux se repérer, parce que quand on parle de l'ADEME, ça reste quand même parfois une nébuleuse pour beaucoup de gens. Et là, c'est la possibilité d'accéder directement aux possibilités d'aide, à des cahiers des charges, à des appels à projets, et pouvoir si c'est une sorte de comptoir unique où facilement on peut trouver qu'est-ce qui correspond effectivement à mon besoin. En fait. Exactement, c'est ça. Et William, moi, il y a un point aussi qu'on voit. Il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des engagements, neutralité carbone. Alors, on ne va pas en parler nécessairement ici parce que c'est la compensation carbone en général et ça pose un certain nombre de soucis, surtout quand les forêts brûlent. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais beaucoup d'engagement de la part des entreprises. Est-ce que derrière, il ne faudra pas qu'elles soient redevables? Quand je dis redevables, c'est-à-dire qu'elles puissent à la fois donner des éléments, bien sûr des objectifs qui sont chiffrés, des éléments qui sont auditables, qu'elles puissent être entre guillemets sanctionnées. Et encore une fois, d'ailleurs, ça pourrait aussi se faire sur les politiques publiques. Alors oui, je vais revenir aussi sur juste sur ce qui a été dit avant, et c'était intéressant parce qu'effectivement, moi dans mon métier de banquier, tous les jours, qu'est-ce que je fais? Je regarde effectivement si telle entreprise à qui je vais prêter, quel que soit son projet, même si c'est un projet un peu différent des autres, je vais regarder sa solvabilité. Est-ce que le modèle économique me permet de dire oui, je vais prêter l'argent parce que je suis certain, ou en tout cas je suis certain avec un petit peu de risque, que ça va être remboursé. Et je vais regarder effectivement uniquement la solvabilité, je vais moins regarder l'impact réel sur l'écologie. Et en fait, ce qu'il faudrait, une des solutions qui pourrait être mise en place, toutes les banques notent les entreprises aujourd'hui et les notent par rapport à des critères très spécifiques. Et même, on va aller plus loin, c'est pas juste une machine qui note, qui prend les chiffres de l'entreprise, son prévisionnel, etc., et puis qui dit, bon, ben voilà, ça donne telle note. Non, derrière, il y a quand même quelqu'un, il y a un chargé d'affaires, il y a un directeur, il y a quelqu'un qui va répondre aux questions. Est-ce que au sein de cette entreprise, le dirigeant est impliqué dans tout ce qui est sociétal? Est-ce qu'au niveau de sa gouvernance, il concentre tous les pouvoirs ou pas? Ça, déjà, on l'a fait rentrer dans le système de notation aujourd'hui. Et ça permet de donner une note. Et donc, du coup, déjà, de voir. On n'a pas encore cette note verte, on va dire, cette note verte, mais on devrait les financiers, on devrait faire ça. On devrait intégrer dans le système de notation. Mais pour ça, pour le faire, on ne peut pas être les seuls à le faire. Ça ne peut pas être qu'une banque qui le fait, parce qu'il faut que ce soit tout le monde et que tout le monde l'intègre. Si on le fait, effectivement, à ce moment-là, quelqu'un qui aurait une entreprise qui aurait une mauvaise note verte, ça veut dire que la banque en face va être obligée de mettre plus de fonds propres, va mettre plus d'argent de côté, puisqu'elle risque effectivement de se retrouver avec une entreprise qui verra son modèle économique non pérenne, et donc potentiellement ne pas pouvoir rembourser ses crédits. Et donc, du coup, la banque devra effectivement avoir les reins solides pour pouvoir compenser tout ça.
Donc effectivement, ça peut être effectivement une solution. Pour ce qui est, et là je reviens sur ta question sur les engagements, et oui, il faut des éléments chiffrés pour tout ça. Voilà, je parlais de la notation, mais il faut des éléments chiffrés. Par contre, ce qui est compliqué, et on le voit, c'est de lutter, alors attention, je vais utiliser 2 mots, mais contre le greenwashing. Parce que clairement, on peut avoir de la poussière devant les yeux, se retrouver avec des entreprises qui vont vous démontrer par A plus B qu'elles sont vertueuses, alors qu'en fin de compte, en grattant, puis c'est notre job, là pour le coup, de banquier, de gratter, d'aller chercher un petit peu, de se rendre compte que non, en fait, non, durablement, c'est pas viable et c'est pas bon pour l'écologie. Donc effectivement, il faut des systèmes de mesure, il faut des questionnaires qui soient précis, judicieux, qui soient pertinents, qui permettent d'avoir de voir s'il y a une vraie dynamique dans le temps et de pouvoir comparer les sociétés entre elles. Et puis toujours faire confiance aussi aux consommateurs, parce que derrière, il a un énorme rôle à jouer. Et il faut faire attention aussi à ça. Il ne faut pas non plus que le consommateur se fasse éblouir par certains bons chiffres, alors qu'en grattant derrière, il y a du greenwashing. D'ailleurs, ça rejoint un point, parce que c'est la question de collecter des données fiables auprès des entreprises. Moi, c'est un amendement que j'ai poussé dans le cadre du Shift Project, c'est pour que le bilan de gaz à effet de serre soit en open data. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. C'est pas obligatoire d'ailleurs tous les ans. Hein. C'est uniquement obligatoire sur le scope, ce qu'on appelle scope 1 et 2, mais ni en amont ni en aval. Donc le scope 3 n'est obligatoire. Pour l'instant, c'est pas passé, mais j'ai bon espoir qu'un jour ça passe, parce que il y a un autre point, c'est qu'aujourd'hui, comme les informations ne sont pas ouvertes, on n'est pas, sans rentrer évidemment dans le secret des affaires, mais comme les données ne sont pas ouvertes, ils ne sont pas standardisés et formalisés. Chaque fois, il faut reproduire un certain nombre de scorings, et chaque fois, on fait perdre du temps aussi à tout le monde. Et justement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à légiférer, alors même je parle effectivement à vous tous, est-ce qu'il n'y aurait pas à légiférer pour obliger les entreprises à ce qu'il y ait au moins un minimum de données qui soient publiques, en open data, donc sur le bilan de gaz à effet de serre, mais on voit que ce n'est pas suffisant, mais aussi d'autres données, peut-être sur la biodiversité, mais ça, il faut que ce soit standardisé, et puis sur d'autres éléments, c'est peut-être pollution de l'air ou pollution de l'eau. Alors, je ne sais pas si, allez-y, pour répondre, qui voudrait répondre à ça? Le problème d'open data sur des données, je veux dire, mais ça ne peut pas se limiter au territoire national. C'est donc à l'international qu'il faut que le sujet... Non, mais c'est important, il faut que ce soit l'ensemble de l'entreprise. Que le sujet soit géré, et soit géré par un organisme accepté de tous. Et puis, bon, qu'on n'ait pas des trafics de données qui sont toujours... on est toujours à la merci de données fausses qui sont publiées. Bon, c'est vrai que comme ça, on pourrait penser à l'Organisation mondiale du commerce qui pourrait gérer une partie de ces émissions de gaz à effet de serre sur les grosses... au moins déjà sur les grosses industries. Mais après, bon, alors est-ce qu'on va donner des sanctions? Qui va les donner? Je veux dire, mais c'est cet organisme-là. Il faut un organisme chapeau pour pouvoir faire ça. Vous ne pouvez pas le faire chacun dans votre coin. Oui, mais enfin, on pourrait tout à fait imaginer, parce que, comment dire, que déjà aujourd'hui, c'est obligatoire sur le scope 1 et scope 2 pour les entreprises qui sont situées en France. Et il me semble que ce n'est pas uniquement pour les établissements qu'ils ont en France, mais aussi à l'étranger. Donc ça signifie qu'on peut tout à fait couvrir l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Oui, sur ses filiales. Là, on parle français, je veux dire, c'est celle qui était installée en France, plus ses filiales. Oui. Maintenant... et les établissements aussi étrangers, les établissements étrangers qui ont des filiales en France. En France, mais... C'est déjà un premier pas. Oui, c'est déjà un premier pas. Parce que va se poser le problème, c'est que si tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, économiquement, vous allez créer des déséquilibres. C'est ça le souci. C'est-à-dire, si tout le monde ne publie pas les données, et qu'il n'y en a qu'un pays fait l'effort, il va peut-être se mettre en difficulté par rapport aux autres qui ne publieront rien. Oui, mais si on ne fait rien, il ne se passera rien. Ça peut être effectivement d'avancer. Mais on parlait d'une comptabilité écologique. Alors bon, on parle des gaz à effet de serre. Maintenant, on arrive à peu près à cerner ce qui se passe. Mais sur des milieux complexes comme les sols, comme vous évoquiez, il faut des critères, il faut des indicateurs. C'est pas simple et on ne maîtrise pas toujours tout sur ce qui se passe. Et je veux dire, l'environnement et la biodiversité, c'est quelque chose de très complexe. Il y a le visible et il y a le non visible. Donc, on est aussi face à... Je veux dire, la science, elle a ses limites aujourd'hui. On n'arrive même pas à prévoir. Donc, il faut pouvoir aussi taxer
ou dire c'est pas bien, mais avec des arguments scientifiques qu'on ne peut pas remettre en cause. Dominique, il y a... Ouais, juste pour réagir par rapport à ce que tu viens de dire, Bernard. Je pense qu'il faut aussi peut-être traiter les entreprises de façon différente en fonction de leur taille. On sait, nous, en fait, on s'est posé la question de la comptabilité extra-financière à France Active, par exemple. Et assez rapidement, en fait, on arrive à des systèmes assez complexes. Peut-être que c'est applicable, en fait, de manière assez... que c'est gérable pour une grosse boîte qui a des filiales, etc. Quand on descend sur une PME, c'est autre chose. Quand on descend sur une TPE ou une entreprise où il y a une personne, 2 personnes dans la boîte, plus on multiplie les critères, plus on ajoute de la complexité, plus c'est impossible en fait à réaliser. Donc je pense qu'il y a une vraie nécessité de faire un lien entre la volonté en fait de mesurer les impacts avec les questions de double matérialité que vous évoquiez et une complexité qui peut être rédhibitoire, donc du point de vue de la majeure partie du tissu économique français. Parce une manière peut-être aussi de le voir, hein, ça peut fonctionner entre guillemets par Zoom, hein, c'est-à-dire que grosso modo, effectivement, pour des TPE ou des PME, d'avoir un premier niveau assez basique, hein, qui pourrait d'ailleurs être utilisé hein, potentiellement soit le plan comptable, vraiment, c'est pas top, hein, mais au moins un premier niveau d'information ou potentiellement les relevés bancaires, et puis après effectivement monter en termes de granularité ou d'information lorsqu'on monte effectivement dans l'entreprise. Dominique, moi il y avait un autre point aussi hein, qu'on se posait comme question, c'est évidemment quand on voit qu'il y a des impacts environnementaux, vous les évaluez hein, bien sûr, est-ce qu'on ne pourrait pas encore aller plus loin et potentiellement avoir même un impact sur le coût en fait, du taux, le taux d'intérêt en fait, ou le coût de l'emprunt en fait? Oui, tout à fait. C'est un peu c'est un projet qui est dans les cartons de France Active. C'est de quelle manière finalement on peut moduler le coût d'un crédit en fonction des impacts du projet de l'entreprise. On a par exemple, si on prend par exemple, on peut prendre une entreprise en fait qui serait implantée à Marseille, qui par son activité en fait réduirait l'émission de gaz à effet de serre. Donc de cette façon-là, elle remplit déjà les objectifs de la ville de Marseille, les objectifs de l'ADEME, les objectifs de la région. Elle permet de faire baisser le taux de mortalité, il y a moins de maladies, l'air est plus respirable. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui gagnent. Donc on peut traduire ça en valeur monétaire. C'est-à-dire qu'on peut dire, en fait, grâce à l'action de cette entreprise-là, en fait, on a généré en termes de valeur monétaire X milliers d'euros. Nous, ce qu'on aimerait, en fait, c'est en fait que ces milliers d'euros puissent être valorisés dans le coût du crédit. C'est-à-dire que lorsqu'on a une entreprise qui est vertueuse, qu'on puisse baisser le coût du crédit et pourquoi pas des taux négatifs. Ça serait fun, ça. Et après, voilà. Mais c'est un projet si qui est dans les cartes. Ça apporte un bénéfice potentiellement pour l'environnement. Ouais. Si beaucoup parties prenantes ont un vrai intérêt. Et la question, c'est qui paye en fait finalement? Qui paye à la place de l'entreprise? Ça peut être l'ADEME. Ça peut être la ville de Marseille, ça peut être l'ARS, ça peut être différents acteurs. S'ils ont un intérêt propre, ça peut des avoir parties prenantes qui sont impactées en fait par l'activité de l'entreprise. Il y a une question que moi je voulais poser aussi à Alexandre. C'est plus sur l'évaluation, notamment peut-être dans le modèle CARE, de la notion de risque. Je prends un exemple tout simple, hein, qui est assez polémique, mais c'est le nucléaire. D'un côté, il y a un risque. Alors bon, effectivement, qu'il y a un accident. Il y a un autre risque où on en parle un peu moins, mais avec le réchauffement climatique, les cours d'eau risquent d'être un peu plus bas, donc l'eau risque de chauffer, donc effectivement la centrale nucléaire ne peut plus fonctionner. Il y a plein d'autres exemples de risques qu'on peut prendre. Comment est-ce qu'on arrive à matérialiser ou évaluer ce risque, sachant qu'il peut être extrêmement faible? On a beaucoup de difficultés à l'évaluer dans la comptabilité. Alors, sur la question du risque, là aussi, c'est une vaste question. Ce qui se passe, c'est que cette question a été abordée, en tout cas à partir de la deuxième partie du XXe siècle, notamment, par des calculs sophistiqués à très long terme et avec une modélisation du temps par ce qu'on appelle le taux d'actualisation, qui est une contre-capitalisation, c'est-à-dire que de dire si je mets 1 euro maintenant sur un marché, automatiquement j'ai 1 euro plus, un peu plus l'année prochaine. Et donc, inversement, l'actualisation, c'est dire si je récolte 1 euro l'année prochaine, combien je dois mettre sur les marchés. Et donc,
on va faire des analyses en fait, de risques sur des catastrophes, que ce soit nucléaires ou autres, d'ailleurs, changement climatique, avec des projections à très long terme sur des modélisations extrêmement à la fois sophistiquées mais souvent peu robustes. Et on va actualiser tout ça, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on en arrive à faire en sorte qu'une catastrophe une énorme catastrophe qui se produit dans 100 ans ne vaut rien actuellement du fait de l'actualisation. Alors ça, c'est une façon de faire qui en plus repose sur l'hypothèse, enfin sur deux hypothèses. C'est que, l'ensemble du futur est totalement probabilisable, c'est-à-dire que on est en mesure d'objectiver en fait l'incertitude, et donc on ne travaille pas sur l'incertitude radicale. Ce qui est aujourd'hui un peu plus compliqué, ce qui se passe. Complètement. Et deuxièmement, ça repose sur l'hypothèse que l'économie est en croissance permanente du taux d'intérêt, en fait, enfin, du taux d'actualisation. Alors ces deux hypothèses sont fausses, on va le dire très clairement. C'est intéressant parce que ça signifie que la décroissance, avec une décroissance par exemple du PIB, on aurait l'effet inverse, c'est-à-dire que potentiellement ce qui est dans le futur aurait plus d'impact que ce qui est aujourd'hui, c'est ça? Ce qui se passe, c'est que, et c'est là, justement, je vais parler de comptabilité, c'est que la comptabilité historique qui est utilisée dans la vie de tous les jours des entreprises, qu'on appelle la comptabilité en coût historique, n'a jamais abordé le futur comme ça, mais vraiment jamais. Elle l'aborde par des budgets qui sont retravaillés en permanence. Et en fait, c'est très proche de travaux très profonds sur l'incertitude radicale. Enfin, ça a été mis en place, d'ailleurs, il y a des travaux du début du XXe siècle là-dessus passionnants sur les économistes qui se posaient la question pourquoi les comptables, notamment, et les gestionnaires travaillaient comme ça, et non pas sur des modèles probabilistes. C'est parce que la seule façon d'aborder l'incertitude radicale, c'est de travailler en fait par des hypothèses à court terme qu'on va réévaluer régulièrement avec un travail régulier de reprise. Et le but est à chaque fois en fait d'être sur un modèle quasiment d'échec-erreur avec des problématiques de résilience et de comprendre comment est-ce que des schémas passés peuvent en fait être envisageables pour comprendre des schémas futurs. Et donc ça renvoie par exemple en théorie ce qu'on appelle les travaux de Latour, dont on parle beaucoup actuellement dans les médias, qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Et ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on se retrouve dans une situation où le monde, on va dire, de la finance, une grande partie du monde de la finance, travaille exactement comme le monde de la gestion des entreprises n'a jamais travaillé pour aborder l'incertitude et le risque, et sur des modèles en fait qui ne peuvent pas fonctionner. Donc ça pose vraiment un problème de fond, et ça conduit d'ailleurs, on a un exemple qui est devenu malheureusement assez illustre, qui a été d'appliquer ça en fait en comptabilité sur la gestion des écosystèmes. C'est ce qu'on appelait la norme, alors non barbare, la norme comptable IS 41, qui était une norme qui gère les actifs dits biologiques, donc les plantes et les animaux qui sont exploités par les entreprises, qui demandait en fait aux entreprises d'utiliser ce type de modèle donc à très grande échelle, avec cette modélisation sur le devenir en fait des actifs biologiques exploités par une entreprise. Bon, le gouvernement malaisien plus d'autres gouvernements ont fait des projections pour savoir ce que ça allait faire pour les entreprises. Ça crée une instabilité radicale de l'économie, voire des désastres environnementaux. Et alors là, c'est le ministre de l'économie malaisien qui a fait reporter ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des associations écologistes. Tu peux expliquer un petit peu le paradoxe Oui, parce qu'en fait, premièrement, les modèles qui sont faits font que pendant, par exemple, là, c'était des modèles qui étaient à 50 ans. C'est-à-dire que sur 50 ans, on prévoit de façon directe, même si on met des probabilités, une probabilité, en fait, ce n'est pas une incertitude radicale. C'est-à-dire, en fait, on va travailler par espérance, par moyenne. Donc, c'est-à-dire que sur 50 ans, on bloque tout ce qui se passe. Donc, on est absolument, et c'est ça qui est paradoxal, si on met un modèle probabilisé, eh ben, on n'est pas capable de faire face au réel risque. C'est-à-dire que ça, c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, c'est qu'en utilisant en fait, la valeur actualisée, donc le taux d'actualisation, en fait, on démontre, alors là, c'est un tout petit peu technique, mais qu'une entreprise, alors c'était le cas sur les exploitations qui utilisaient des actifs biologiques. Vous avez, là, par exemple, c'était sur des arbres qui n'étaient pas productifs pendant 5-6 ans et qui commençaient à être productifs progressivement au bout de 5-6 ans. Donc, pendant 5-6 ans, il n'y a rien qui sort de l'entreprise. Sur le modèle classique de comptabilité, en fait, pendant les 5-6 ans, il n'y a pas de génération de valeur, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est normal, on a un profit qui est nul et puis on est en attente de ce qui va se passer. Et on est conforme à la vie de l'écosystème. Sur les modèles avec taux d'actualisation, comme on prédit qu'il va y avoir une croissance future, en fait, on est capable, les normes comptables disaient, non, il va y avoir un énorme profit dès le début.
alors qu'il n'y a rien qui sort. Et du coup, grâce à ça, ça va pouvoir déclencher des dividendes auprès des actionnaires alors qu'il n'y a rien qui sort, obligeant les entreprises à s'endetter pour payer les actionnaires. Et alors en plus, ça crée une asymétrie d'information monumentale entre les actionnaires qui connaissaient ces modèles et qui étaient capables de revendre les actifs très rapidement à des gestionnaires qui ne savaient pas du tout où ça. Et alors là, on se retrouve dans la crise financière avec le jeu de la patate chaude et les derniers qui se retrouvent avec un actif toxique. Parce qu'en plus, le plus beau, c'est qu'avec ce modèle-là, quand on est en vitesse de croisière, en fait, le profit devient négatif. Donc c'était un actif toxique. Donc en fait, ça transformait toutes les exploitations agricoles malaisiennes, notamment, parce que c'était fait en Malaisie, mais on a les mêmes cas en Indonésie, en actifs toxiques à terme. Oui, ça montre bien la complexité effectivement de pouvoir évaluer notamment ces notions de risque et de risque surtout qui n'arrivent pas nécessairement. Et bon, je pense à un chantier. Alors effectivement, l'autre point, c'est normalement il doit y avoir une normalisation internationale, mais comme on l'a vu, une normalisation internationale signifie une concertation, et comme ça signifie concertation, ça signifie du temps. Ok, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, juste terminer là-dessus, parce que c'est intéressant, parce que du coup, la Malaisie, en faisant pression sur le normalisateur comptable international, a réussi en fait à obliger à un changement de norme. D'accord. Bah, c'est intéressant qu'à ce pays-là ait justement réussi à le faire. Alors moi, il y a un autre point qui était intéressant de voir, c'est aussi, bon là c'est pour tous, quels sont les leviers, notamment financiers, qu'on pourrait utiliser pour accélérer le passage à soit une économie plus circulaire, plus locale, à une transition environnementale des entreprises. Alors bon, comme je dis, il y en a des financiers, il y en a peut-être d'autres. Quels sont les leviers que vous voyez pour que ça accélère? Parce que malgré tout, il y a une petite urgence environnementale là, donc pour l'instant, ça y va un peu doucement, hein, par rapport au truc. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer les choses? Enfin, je pense qu'il faut avoir une entrée systémique, c'est-à-dire que ça, en fait, la finance, en fait, le monde de la finance a son rôle à jouer. Mais il y a plein d'autres acteurs autour de la table. Il y a notamment, donc on l'a déjà évoqué, l'État avec la réglementation. Il y a la consommation. Les consommateurs en fait ont un rôle à jouer en fait dans les choix d'achat. Il y a également les marchés publics, la commande publique en fait qui a un poids énorme en fait dans l'achat public et la question se pose de la façon dont ces priorités sont traduites dans l'achat public. C'est pas toujours le cas. Je viens d'une collectivité qui était exemplaire sur ce coup-là, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Voilà. Okay. Vas-y. Oui. Hop là. Ouais. Non, mais tout à fait. Effectivement, à chaque fois, je reparle du consommateur, mais il y a un rôle extrêmement important à jouer. Au crédit coopératif, on distribue du crédit, mais on fabrique aussi. On fabrique aussi des placements. Hein, on a une filiale de gestion d'actifs qui s'appelle Ecofi. Et Ecofi, qu'est-ce qu'elle fabrique? Je parle vraiment aux consommateurs là pour le coup, parce qu'elle fabrique des produits de placement, et c'est la seule d'ailleurs société de gestion d'actifs en France qui le fait, 100% ISR, investissement socialement responsable. Donc là-dedans, il n'y a pas que de la biodiversité, il n'y a pas que du geste écologique, il y a aussi sociétal, il y a aussi la gouvernance, etc. Et ça, c'est très important parce que on doit, nous, financiers, proposer ce type de produit et donner envie aussi aux consommateurs de les acheter. Alors, la problématique qu'on va avoir, c'est qu'effectivement, on est sur des produits qui sont peut-être un peu moins rémunérateurs, ou tout du moins qu'ils le seront sur un temps beaucoup plus long. Mais il faut faire confiance au consommateur. Le consommateur, il est prêt à attendre. Et il veut une rémunération quand même, mais il est prêt à dire, OK, pas une rémunération à 3-4 chiffres, même à 2 chiffres d'ailleurs, mais une rémunération correcte. Et savoir qu'il va confier son argent effectivement sur des placements qui, après derrière, c'est quoi des placements? Quand un consommateur il va placer son argent, il va acheter un fonds commun de placement, un bout de fonds commun de placement, un bout de SICAV qui va être ISR, qui va respecter des critères RSE, etc. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Mais derrière, il permet à Ecofi d'aller investir justement dans des entreprises où le banquier ne va pas spécialement aller directement parce qu'il va regarder la solvabilité. Là, effectivement, le consommateur peut jouer un rôle là-dessus. Il n'y a pas la limite, on pourrait imaginer
une taxation, une fiscalité punitive, par exemple, lorsqu'on a effectivement des actifs qui vont vers plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus des activités brunes, entre guillemets, fossiles, etc. Et une taxation qui serait plus allégée pour les autres activités. Après, c'est vrai qu'il y a une problématique. L'Europe le fait un peu avec la taxonomie, mais est-ce que ça pourrait pas être justement une option pour, entre guillemets, pour compenser potentiellement cet écart? Ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux laisser le marché faire? Enfin, je parle pour tous, hein, je sais pas si... Moi, je dis toujours qu'il faut faire confiance aux consommateurs. Après, effectivement, il faut des règles, mais encore une fois, on parle de systémique, on parle c'est mondial. On ne peut pas le faire de notre côté tout seul. Même si, ok, je suis d'accord, il faut bien quelqu'un qui commence, il faut bien, mais là, pour le coup, il faut que ce soit réellement mondial. Pour les sanctions, oui, mais il faut que ça soit les mêmes pour tout le monde. En revanche, de l'autre côté, créer des choses un peu nouvelles, innover, et donner envie aux consommateurs d'y aller, ça par contre, on peut le faire dans son coin. On peut mettre un flash dessus, on peut montrer qu'on est capable, et logiquement, c'est un cercle vertueux. Là, pour le coup, nous, on joue là-dessus, c'est vrai, on joue cette carte-là, et d'ailleurs, on se refuse d'aller dans tout ce qui est financé du brin, d'aller dans les énergies fossiles. Ça, le crédit coopératif, c'est clair et net, donc c'est dans notre ADN, c'est depuis le début, parce que c'est nos valeurs. Il y a beaucoup de banques, il y a beaucoup de banques plutôt qui ont quand même une part, soit très très forte, hein, d'ailleurs des actifs sur la partie brune. Mais alors pour le coup, encore une fois, là je vais aller dans mon petit terrain à Marseille, mais quand je valide un dossier, évidemment, j'ai certains critères, je regarde certains critères financiers évidemment, mais il y a un critère, il y a une question, c'est est-ce que l'entreprise respecte les critères RSE? Si c'est non, on ne va pas les financer. Donc, ce n'est pas une sanction, mais d'une certaine façon, si, parce que ça ne sera pas cette banque, ça ne sera pas notre banque qui apportera effectivement du financement à telle ou telle entreprise. Après, sur l'aspect plutôt macroéconomique des choses, savoir s'il faut une taxation, là, je laisse mes... Bernard, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors dans le cadre de l'économie circulaire, justement, on a une portion qui est importante sur le rôle du consommateur. Alors, ce n'est pas un rôle direct financier, mais il peut avoir un rôle justement d'implication des entreprises qui sont liées à ça. Il faut aussi informer le consommateur et bien l'informer. À ce moment-là, il va avoir lui un rôle dans ce qu'il achète. Il va réfléchir parce qu'il ne faut pas, justement, c'est quand même une puissance importante. Parce que derrière, il y a les industries, il y a ceux qui produisent. Aujourd'hui, on parle de commerce local. Le bio, les supermarchés, maintenant, à une époque, c'était un petit peu les épiceries. Maintenant, c'est généralisé. Il y a une vraie volonté aussi des consommateurs de jouer ce rôle dans l'environnement qui influe justement sur le rôle des entreprises qui vont proposer des produits plus vertueux. On a toute cette notion aussi du consommateur, le réemploi, la réutilisation, l'allongement de la durée de vie, l'obsolescence programmée, c'est le consommateur qui l'a subi. Donc il y a une loi qui est sortie là-dessus, c'est compliqué, d'accord, mais on évolue vers ce genre de choses. Je ne vais acheter que ce dont j'ai besoin. On loue maintenant des choses, on ne va pas les acheter, on les loue. Le Bon Coin ou toutes sortes c'est quelque chose qui est en train de se généraliser, mais c'est sous, effectivement, l'impulsion des consommateurs. Oui, mais enfin, c'est vrai, hein, mais après, il y a aussi une question de, entre guillemets, du pouvoir d'achat. Et est-ce que, je vais donner un exemple, on pourrait très bien imaginer augmenter le taux TVA à 21% pour l'ensemble des activités, puis le réduire pour un certain nombre d'activités qui sont soit dans le domaine du circuit court, local, pour effectivement faire une compensation. Évidemment. Parce que ça inciterait aussi le consommateur à aller vers ce type de produit. Évidemment, nous, à l'ADEME, moi, j'avais fait remonter cette notion. Des produits recyclés, par exemple, ou des produits qui sont en réutilisation, en réemploi, la TVA, elle doit être diminuée. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. La TVA, c'est un levier important pour ça. Mais bon, on a du mal, effectivement, à faire passer cette notion-là. C'est un peu compliqué. Hein. Pourquoi ? Parce que l'État, il aime bien récupérer la TVA. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais par exemple, un des principes, ce que je disais, hein, c'est... On pourrait tout à fait imaginer augmenter le taux de TVA de 20 à 21%, hein, et après réduire justement les biens, la TVA pour un certain nombre de biens. Je suis d'accord avec vous. C'est ce qui avait été fait pour le bâtiment, parce qu'on voulait relancer le bâtiment, donc c'était une TVA réduite.
Et regardez ce qui s'était passé à un moment donné, c'était les SEL, les services entre particuliers. L'État a considéré que c'était une volerie finalement et qu'il n'y avait pas de TVA qui était payé. Et donc c'était mal en point. Mais effectivement, moi je suis d'accord avec vous, la TVA est un outil de pilotage de ce genre de choses. Encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de le faire. Hein. Je ne sais pas si vous aviez justement, notamment vis-à-vis du consommateur, parce qu'on a parlé pas mal effectivement de certains leviers au niveau consommateur. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres leviers, alors soit vers le consommateur, ou alors pour reprendre ce que je disais au début, d'autres leviers qui inciteraient à diriger ces flux, notamment financiers, vers des activités qui soient plus durables, vertes entre guillemets. On parlait tout à l'heure de certains produits de placement qui d'ailleurs, et ça c'est important aussi, pour lever quelques préjugés, qui sont pas moins rémunérateurs en fait. Hein. On peut penser, on se dit oui, alors je vais aller mettre mon argent dans des placements qui vont financer des activités un peu nouvelles, un peu innovantes, qui vont peut-être payer que dans quelques années. Donc ça va pas être rentable. Faux. Ça peut être tout à fait rentable et tout à fait rémunérateur. Donc le consommateur peut s'y retrouver. On parlait tout à l'heure des taux d'intérêt aussi. Ah oui, au Crédit Coopératif, on a créé un prêt qui s'appelle le prêt Impact. Alors on est en train de le refondre un petit peu en ce moment parce que c'est compliqué. Hein. Le législateur n'a pas l'habitude de voir qu'une banque elle peut baisser son taux d'intérêt parce que une entreprise va respecter tel ou tel critère, RSE notamment. Ça, c'est quelque chose, voilà. Donc ce serait sacrément incitatif. Hein. Ah bah oui. Alors après, c'est quel niveau, hein, évidemment, parce que bon, faut pas oublier que la banque, elle achète l'argent aussi, elle de son côté. Hein, elle le fabrique pas, elle l'achète. Mais effectivement, on a créé. Le client et la banque choisissent 3-4 critères sur lesquels l'entreprise a des leviers et effectivement, on se revoit 1 an, 2 ans après. Et si ces critères sont respectés, la banque s'engage à réduire le taux d'intérêt de 0,10, 0,20, enfin selon les voilà. Et oui, c'est innovant et ça c'est un levier effectivement qui existe déjà chez nous. Mais pour le coup, et là je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut en parler. Il faut informer le consommateur parce que ça, il n'est pas nécessairement au courant. Il y a un autre point, je voulais quand même revenir sur la partie aussi entreprise, notamment avec Dominique et Alexandre. Est-ce que, alors, c'est peut-être une sorte de finance-fiction, hein, mais de se dire, potentiellement, il y a un certain nombre d'actifs financiers, hein, notamment dans les activités fossiles ou d'autres, qui vont fortement réduire en termes de valeur. Est-ce que potentiellement, il y a un risque qu'il y ait une sorte de crise économique, mais voire bien pire que ce qui s'est passé, entre guillemets, ça deviendra des sortes d'actifs pourris comme on a vécu lors de la crise 2008. Est-ce que ce genre de scénario, c'est quelque chose qui est inimaginable ou au contraire, c'est quelque chose qui potentiellement pourrait arriver, hein, notamment en mettant en place une double matérialité, une comptabilité verte, ou en découvrant aussi, justement, entre guillemets, en ouvrant un petit peu les informations des entreprises, et on se apercevra effectivement peut-être un certain nombre de choses dans le placard, quoi. Oui, alors, je vais répondre. Je peux juste me permettre de répondre très rapidement afin de revenir sur... Parce que, juste par exemple, sur la question du consommateur, c'est pour indiquer, on est en train de travailler avec Carrefour sur la mise en place d'un double étiquetage pour montrer en fait le prix tel qu'il est affiché et le prix tel qu'il devrait être affiché. Et en indiquant justement, via le modèle K, en fait, les coûts non supportés en amont, les coûts écologiques et sociaux en amont. Donc, par exemple, ça, c'est l'initiative. Et il y a une autre enseigne allemande, Rewe, qui l'a fait. Ça marche plutôt pas mal. Sur la question de la fiscalité, il y a aussi un volet sur la comptabilité qu'on oublie souvent et qui pourtant est très mobilisé, par exemple sur les suramortissements. Actuellement, pour favoriser le numérique, on a autorisé des suramortissements pour faciliter les investissements. Et ce qui est quand même aberrant, c'est de ne pas faciliter les investissements pour les transitions écologiques par des mécanismes de suramortissement, ce qui ne serait pas extraordinairement difficile à mettre en place. Parce que ça existe pour les machines, notamment, je sais que dans le domaine de tout ce qui est réindustrialisation, notamment la possibilité de suramortir, par exemple, des robots collaboratifs ou d'autres équipements d'automatisation. Oui, mais ça existe justement, mais c'est pas... En revanche, ça n'est pas nécessairement dans le domaine de la transition sur la transition écologique, ça n'existe pas. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être appliquées assez facilement, et en plus, l'État à terme ne perd pas d'argent.
parce qu'un suramortissement en fait, est compensé par la suite. Oui. Donc, voilà. Et alors, pour répondre après plus clairement pour revenir sur la question, ce qui se passe, hein, c'est que il y a, oui, je pense, je suis persuadé qu'on alimente une énorme bulle, mais absolument monstrueuse, qui même au-delà de ce qu'on appelle les actifs échoués, donc les futurs actifs pourris. C'est échoué le nom alors, hein? Oui, stranded assets, les actifs échoués, voilà, qu'on laisse, voilà, stranded assets. On voit comme voilà, des baleines exactement. qui s'échouent sur, sur les plages. Mais en fait, c'est un problème fondamental, mais c'est même pas le plus gros problème. C'est que il y a eu, si je reviens sur la question des taux d'intérêt, les taux d'intérêt, en fait, donc les taux attendus par le marché, ont été largement surévalués. Ce qui fait que, derrière, que les profits attendus, les flux de trésorerie, en fait, n'étant pas impactés par les coûts nécessaires pour être dans une vraie double matérialité, on se retrouve en fait avec des valorisations, alors en termes techniques, ce qu'on appelle le goodwill, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre la valorisation boursière et la valeur des actifs réels de l'entreprise. Cet écart-là est monstrueux et ne provient en fait que de projections qui ne prennent en rien en compte sur la question socio-environnementale, qui surévaluent en fait la capacité de croissance des marchés. Et là, c'est du badwill après qu'on va retrouver si on intègre la dimension environnementale. En fait, exactement, c'est-à-dire que la prise en compte de l'environnement va faire s'écrouler réellement les goodwill et va conduire à une réduction, mais ce que j'appelle un assainissement des marchés. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, à l'heure actuelle, on s'attend, c'est la fameuse règle des 15% de ce qu'on appelle le ROE, le Return on Equity, c'est-à-dire vous placez de l'argent dans une entreprise, vous vous attendez à avoir 15% de retour. Alors après, il y a tous les risques à prendre en compte, mais bon, passons. Ça a été démontré que ça n'est pas compatible avec une préservation socio-environnementale. Donc si on passe en double matérialité réelle, j'insiste, en dehors de materiality washing, on va dire, on va en fait avoir une diminution normale des taux de marché. Et du coup, c'est un véritable assainissement. Mais forcément, ça ne va pas forcément être... ça peut être chaotique pendant un moment. Après, une chose quand même par rapport aux actifs pourris, tels qu'on l'entend en 2008, les subprimes, etc. Bon, on ne pense pas au crédit coopératif que ça va être soudain. Que ça va se faire comme ça d'un coup, tout d'un coup il y a une crise. Alors oui, on peut parler de bulle, mais il ne va pas y avoir un éclatement comme ça avec une petite... et tout d'un coup, tout le monde va se rendre compte de ce qui s'est passé. Non, c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus sur la durée. Par contre, du coup, ce n'est pas un risque, mais plutôt même une opportunité que ces actifs-là soient moins rentables. Et donc, s'ils sont moins... On va désinvestir effectivement voilà. ça. Je crois que l'Allemagne, d'ailleurs... en fait, a commencé à mettre un certain nombre d'actifs de ce type-là. Alors, je sais plus, je me souviens plus exactement, c'est une organisation, enfin, je sais plus exactement quel est le modèle. Et justement pour faciliter entre guillemets la transition, et plutôt que de mettre ça aux mains du marché, justement de permettre la transition, notamment y compris les salariés qui se trouvent effectivement dans ce type d'établissement. Mais juste par rapport à ça, alors justement c'est pour ça que sur les actifs échoués, je suis d'accord. Sur la question du goodwill, c'est encore un autre problème parce que à l'heure actuelle, comme on ne prend pas en compte en fait les flux financiers réels qui seraient en fait les coûts de respect des bons états écologiques, c'est pas totalement aberrant de penser malheureusement que comme pour beaucoup de sujets, on va les prendre en compte à la dernière minute. Oui, c'est et alors comme l'urgence climatique. Là, il peut y avoir un phénomène de nettoyage. Là, ça peut être un peu plus brutal, effectivement. Oui, ça risque de faire un peu mal, quoi. Surtout que l'une des problématiques qu'il y a, c'est que le système, notamment boursier, est fondé sur l'anticipation. Hein. Et effectivement, si on commence à voir, parce que souvent il y a un phénomène, un peu d'effet de masse, il y en a un, enfin ce qui s'est passé pour Lehman Brothers qui bascule, il y en a un qui commence à descendre. Imaginons, j'en sais rien, hein, dans 1 an, dans 2 ans, ou la semaine prochaine, ou une entreprise dans le domaine des énergies fossiles qui, pouf, commence à chuter, et puis tout à coup entraîne les autres, effectivement, à chuter, ce qui d'ailleurs poserait un problème au niveau des banques, parce qu'il y a beaucoup d'actifs, que ce soit Total Energy, Exxon ou d'autres, qui diminueraient fortement, qui poserait encore un problème, parce que je crois que même les banques, je crois que c'est BAL 3, doivent avoir un certain nombre de liquidités, ou de... Donc, qui entraîne encore un écroulement. Enfin, ça fait une jolie petite cascade. Hein,
C'est ça, exactement. Puis en plus, on le voit bien avec ce qui se passe, avec le dérèglement climatique, tout ce qui. On parle des assureurs, mais les banques, c'est pareil. Hein, on est tous dans le même bateau, hein, pour le coup. Et quand on voit ce qui se passe ces derniers mois en Europe, c'est sûr que ça va être de plus en plus perçu comme un risque systémique. Ça va faire bouger les choses. C'est évident. Il va falloir, parce que ça va avoir trop de conséquences, justement, sur les fonds propres des banques. Et puis sur ce que les assureurs vont devoir sortir suite à ces catastrophes. Hein. Donc obligatoirement, ça va faire bouger les choses. Alors après, c'est toujours l'histoire de l'espace-temps. L'espace, hein, est-ce qu'on peut le faire ici, à Marseille, en France, en Europe? Mais non, on sait bien que c'est mondial. Et après, le temps, quel temps? On n'a plus le temps, c'est maintenant ou jamais, quoi. Dominique? Et tout est une question finalement en fait de perception du risque. C'est-à-dire que on peut le définir de manière objective et scientifique, hein, donc le risque donc par rapport aux énergies fossiles, le risque climatique, etc. Mais entre la définition objective du risque et sa traduction psychologique, en fait, finalement, en fait, sa prise de conscience, en fait, il peut y avoir un écart. Effectivement, on peut se réveiller au dernier moment lorsque le mur est là, en fait. Et là, il y a l'éclatement de la bulle. Ouais. Ouais. Il y a un autre point aussi que je voulais voir, c'est que dans l'écologie, il y a plein de paradoxes. Hein. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, bon, c'est basique, mais le compostage, d'un côté on dit c'est bien, mais de l'autre côté ça émet aussi des gaz à effet de serre. Lorsqu'on dit les énergies non renouvelables, c'est bien, mais de l'autre côté, bon, il faut des batteries, et les batteries, il faut du cobalt, il faut du lithium, on extrait, hein, et donc qui nécessitent de l'eau. Je peux en faire pas mal avec soit les éoliennes, difficile à recycler les pales, etc., etc. Comment est-ce qu'on parvient, justement, lorsqu'il y a à la fois des effets positifs et négatifs, à évaluer ces activités, parce qu'en général, c'est toujours le cas. Comment est-ce qu'on arrive justement un petit peu à mettre en balance les points positifs et négatifs qu'on a sur l'environnement, hein? Je sais pas si Dominique, tu voulais... C'est une question compliquée, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, ça implique de mettre de la complexité dans notre analyse, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a un seul critère, si notre seul critère ce sont les gaz à effet de serre, bon, très bien, donc effectivement, on passe à côté, en fait, des questions liées aux déchets, par exemple. Voilà. Donc ça implique une vision globale, en fait, donc des questions environnementales, qu'elles soient énergétiques ou liées à la matière. Et Bernard? Oui, quand on parle du compostage et de l'émission de gaz carbonique, d'ailleurs, c'est des phénomènes naturels qu'on retrouve. Le problème, c'est la saturation du cycle, c'est-à-dire qu'on a remis en circulation tout un tas d'énergies fossiles, qu'on a saturé le cycle et on a perturbé l'équilibre. Donc c'est ce qui nous pose problème aujourd'hui, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Après, se posent les questions des nouvelles technologies, que ce soit les éoliennes, que ce soit les batteries avec le lithium, où on a besoin de métaux rares. Et les métaux rares, ça va être le prochain conflit géopolitique au niveau international, parce qu'on n'en a pas la disponibilité. Le lithium, c'est 80% les Chinois qui le détiennent. On a besoin de métaux rares pour les éoliennes dans les aimants. Et il y a certaines ressources. On sait que certaines ressources sont plus à l'extérieur encore dans le sol géologique. Et souvent, si on devait récupérer les métaux dans les portables, la problématique technique, c'est que ils sont en quantité infime et très dispersés. Donc technologiquement, c'est extrêmement coûteux. Et on est face à cette problématique, parce que beaucoup de nouvelles technologies font appel justement à ces métaux. Et je pense que c'est le prochain conflit, la prochaine lutte de tous les pays. Bon, on ne parle pas de l'eau, parce que l'eau, c'est un autre problème, mais c'est conflictuel. Ça va être conflictuel, oui. Ce qu'on va faire, je vous propose de faire peut-être d'achever par une petite conclusion. Et pardon, avant la conclusion, bien sûr, avec des questions. Vous êtes nombreux, hein, nombreuses et nombreux. C'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par là. Est-ce que vous avez des questions, hein? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, ça. C'est juste une petite question autour de la TVA, quand vous en avez parlé tout à l'heure. C'est vrai que je trouve que c'est un super levier qui pourrait fonctionner, mais ce que je ne comprends pas, c'est quand on l'a essayé, par exemple, il y avait aussi pour la restauration, en fait, finalement, ce n'est pas ni l'État ni les consommateurs qui ne jouent pas le jeu, mais c'est les entreprises qui sont au milieu et qui, en fait, le tarif ne change pas, et du coup, on a des mesures qui ne servent à rien. Et qu'est-ce qu'il y aurait comme solution pour pouvoir
ce levier de la TVA fonctionne en fait. Alors moi, il y a peut-être un premier point par rapport à ça. Typiquement, c'est la conditionnalité. Donc, potentiellement aussi l'éco-conditionnalité. Je vais reprendre un exemple. Si on diminue la TVA sur les activités de réparation, évidemment, c'est les activités de réparation évidemment, qui vont être favorisées. Donc là, ça peut avoir du sens. Après, évidemment, il faut quand même bien s'assurer de ce qui est dans la réparation et pas ce qui est dans la réparation. Après, il peut y avoir d'autres conditions qui peuvent être apportées. Je pense que s'il n'y a pas ça, effectivement, il y a un risque. Hein. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, hein. C'est vrai qu'au niveau de la restauration, ça a plutôt été un fiasco. Faut bien le reconnaître. Pour ce qui est de l'aspect environnemental, l'éco-conditionnalité, effectivement, est importante. Mais ça va être sur l'achat que vous allez faire de biens qui sont justement vertueux et durables, où il faudra qu'il y ait un côté positif dans l'achat du bien. Pour vous achetez un bien d'occasion, par exemple, c'est là que c'est intéressant d'avoir une TVA diminuée. C'est effectivement un risque toujours patent que la TVA elle aille dans la poche de celui qui devait la redistribuer. Après, je pense qu'il y a aussi des dispositifs qu'on peut avoir de manière expérimentée ou de manière transitoire. Je pense que c'est une bonne chose. Par exemple, pour imaginer, il faut voir si la TVA, c'est possible de le tester sur un territoire comme Marseille, par exemple, ou ici, PACA, mais qui permet de tester un petit peu justement s'il y a des dérives ou pas de dérives, quelle est l'ampleur de ces dérives, et d'ajuster potentiellement le dispositif par rapport à ça, et voir effectivement comment on réagit. Et puis après, il y a aussi la problématique de qu'est-ce qui est autorisé ou pas, par exemple pour la TVA, les choses qui ne sont pas possibles, notamment sur le plan européen. Il y a des réglementations qui sont très strictes là-dessus, donc il faut que ça rentre là-dedans, mais effectivement, c'est un levier effectivement qui est intéressant. Est-ce qu'il y a vous avez d'autres questions, hein? Alors juste une autre. Oui, pardon, allez-y, soyons fous. Non, je crois que c'est au niveau après des 2 établissements bancaires là qui sont là, je voulais juste savoir, on entend souvent parler de vos engagements au niveau des entreprises, mais ça pourrait prendre un levier bien plus important s'il y avait beaucoup plus d'investissements aussi pour les projets perso, comme je sais pas, des acquisitions d'habitation, des choses comme ça. Et ça me semble assez moindre comme sur votre marché. Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer, ou est-ce que vous restez vraiment figé plutôt sur le domaine de l'entreprise qui, oui, a plus d'impact, c'est normal, mais... Alors, déjà, historiquement, je parle pour le crédit coopératif, on a 128 ans d'existence. On a été créé par des entrepreneurs qui ne trouvaient pas de financement parce que leur activité était hors du périmètre finançable par les banques classiques. Et donc, ils se sont mis ensemble en coopérative, d'où le crédit coopératif. Et donc, on décidé de financer. Donc, c'est pour ça aussi déjà qu'on parle beaucoup sur les personnes morales, sur les entreprises aussi de l'économie sociale et solidaire. Ça fait à peu près 20-25 ans que le crédit coopératif est sur les particuliers. On fait beaucoup de financements classiques. C'est pas sur les financements qu'on va avoir un effet de levier. Pareil, je vais encore reparler de la consommation, mais on va donner le pouvoir au consommateur. Et comment on va lui donner le pouvoir? En créant, on a créé depuis qu'on travaille avec les particuliers une gamme qui s'appelle gamme Agir, que ce soit sur la carte bleue, que ce soit sur les placements type livret. Je prends les 2 choses les plus simples qu'on connaît tous. La carte bleue, moi personnellement, j'ai une carte bleue. Je choisis avec quelle, là pour le coup c'est avec FNE que j'ai choisi. Dès que je dépense avec ma carte bleue, il y a 5 centimes qui sont reversés à l'association. Mon livret, Agir, il s'appelle Agir, je ne suis pas obligé de le prendre. Moi, au crédit coopératif, je laisse le choix. Le client, il veut un livret classique, il prend un livret classique. Il veut un livret Agir, je vais expliquer. Le livret Agir, c'est quoi? C'est que sur sa rémunération, qui est certes, en ce moment, les taux d'intérêt ne sont pas extraordinaires, mais n'empêche qu'il y en a quand même un peu, tout ou partie, il peut décider, le consommateur, de dire c'est pour moi, ou alors je le redonne et c'est vous, Crédit Coopératif, qui allez le distribuer pour des actions concrètes, que ce soit pour l'environnement ou même en habitat humanisme, pour pas mal d'autres sujets. C'est plutôt là-dessus, pas sur le financement. Alors on a quand même un certain prêt, il y a le prêt vert qui existe, effectivement, qui va aider le consommateur à financer ces prêts qui ont un impact. Mais voilà, c'est encore une fois, on laisse le choix au consommateur, on lui propose des choses, c'est lui qui choisit, on lui laisse le pouvoir. Et franchement, ce qui est formidable, en tout cas moi je le vois avec nos clients,
c'est qu'ils adhèrent tous. Quand on leur explique, quand on prend le temps d'expliquer ce qu'on fait, comment on peut agir avec son argent, pas juste de dire bah, tiens voilà, je suis obligé d'ouvrir un compte parce que j'ai mon salaire qui tombe dessus et puis bah, je sais pas trop ce qu'elle en fait la banque en fin de compte de cet argent, je sais pas, elle le met au coffre, elle va financer des énergies fossiles, je sais. Non, là vous pouvez choisir que votre argent que vous avez déposé, elle soit tracée et elle soit fléchée. Et là où nous, en tant que banque, on a une responsabilité, c'est qu'on a une responsabilité de communication. On doit communiquer et on doit être transparent. Et c'est là après que ça se fait et que le consommateur va choisir. Donc en fait, il y a un levier important au niveau de l'acte de consommation et Tout de à l'épargne fait. possible au moment de la Exactement. consommation. Et l'épargne et même l'argent que vous avez sur vos comptes. Ouais. C'est même l'argent que vous avez sur vos comptes. Quand vous savez qu'il y a une banque qui vous laissez l'argent sur le compte et cet argent-là, elle va bien en faire quelque chose, elle ne va pas le laisser comme ça. Elle va les reprêter sur l'économie réelle auprès d'entreprises qui conçoivent, fabriquent par exemple des fermes photovoltaïques. Bah, voilà, vous savez que vous allez normalement, enfin, en tant que consommateur, vous dites je fais un bon geste. Oui, Dominique. Donc du point de vue de France Active, en fait, la cible unique de France Active, ce sont les entrepreneurs et les entrepreneuses. On a été créé pour ça, hein, finalement. Mais une fois qu'on a dit ça, l'ambition de France Active, c'est également de soutenir une économie qui répond aux besoins, en fait, des hommes et des femmes de nos territoires, besoins sociaux. Dans ce sens-là, en fait, on a également une action en fait en direction des particuliers, mais donc de manière un peu indirecte. Et est-ce que du coup, il y a des choix aussi pour que ce soit des investissements locaux, puisqu'on parle beaucoup de local, de territoire? Est-ce que nous, en fait, donc de notre point de vue, on a finalement, en fait, deux grandes cibles. En fait, on a l'entrepreneur individuel qui vient nous voir, qui a un projet, qui est implanté en PACA, et nous, on décide de le soutenir parce qu'il est engagé ou parce qu'il relève de l'ESS, etc. La deuxième cible, en fait, c'est les projets collectifs. On est très engagé également dans l'accompagnement de dynamiques collectives sur les territoires, sur des sujets différents. Ça peut être la consommation responsable, le logement, ça peut être la santé. Et dans ce sens-là, en fait, la question du territoire et encore une fois de la réponse de France Active en fait à la réponse à des enjeux, à des besoins en fait propres au territoire est centrale dans nos modalités d'intervention. Oui, tu voulais dire, Oui, non, c'est vrai que là, pour le coup, le territoire est très important. Quand on parle d'économie réelle, c'est ça, c'est l'économie dans le territoire et on va aller en priorité sur ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, le choix. Qui fait le choix ? Qui me dit, moi, en tant que salarié d'une banque, directeur, tiens, il faut aller sur tel... ça vient de mon assemblée générale. Je suis une coopérative. Coopérative, elle appartient à qui ? Elle appartient aux sociétaires. Les sociétaires, c'est qui ? C'est mes clients. Et 3 fois, 4 fois dans l'année, je vais réunir mes clients. Ça, vous allez trouver des banques qui font ça et qui prennent le temps de réunir leurs propres clients de différents secteurs et dire voilà, sur quel secteur on doit innover, sur quel secteur en priorité on doit aller. C'est eux qui décident en fait. Donc ce qui est bien, c'est le consommateur-acteur. C'est que la boucle est bouclée, c'est que le consommateur il choisit le type de produit vertueux qu'on va pouvoir distribuer, mais finalement c'est lui qui est à l'origine des idées. Nous on va être là pour les créer, pour faire en sorte qu'elles rentrent dans le cadre juridique et de la réglementation. Parce que là, pour le coup, dans la banque, c'est important. Mais c'est eux qui vont impulser tout ça, qui vont nous dire il faudrait qu'on aille sur telle ou telle chose. Et grâce à nos assemblées générales en région, on va pouvoir effectivement se concentrer sur le financement de tel ou tel secteur au niveau du territoire. Et ça a d'autant plus de sens qu'il y a des boucles positives. Hein, évidemment, lorsqu'on par exemple on va financer un projet d'un côté, eh bien on va, je sais pas, ça peut être
pas, que ce soit une entreprise ou autre, c'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir des salariés potentiellement locaux, qui va avoir des fournisseurs locaux, qui vont manger de manière locale. Enfin, donc il y a tous des cercles vertueux qui peuvent avoir lieu lorsqu'on finance. Et c'est vrai que l'importance aussi que des décisions soient prises parfois de manière un peu plus locale plutôt que de manière centrale sur d'ailleurs que des critères d'un côté central, souvent des critères un petit peu trop mécaniques, ou de l'autre côté, lorsqu'on est en local, on a comme une compréhension de ce qui se passe en termes d'enjeux et d'interaction. Effectivement, je pense que ça a tout à fait son intérêt. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur... est-ce qu'on pourrait envisager que les intermédiaires financiers que vous êtes, c'est-à-dire vous achetez de l'argent tous les jours sur les marchés et vous le reprêtez derrière aux clients que nous sommes tous, que les intermédiaires que vous êtes ne demandent pas simplement qu'aux consommateurs de faire des efforts, qu'ils en fassent eux aussi. Et c'est très simple. Moi, je suis restaurateur. J'ai trouvé un dispositif qui m'aide beaucoup, enfin qui m'aiderait beaucoup dans le traitement de mes biodéchets. J'ai trouvé des solutions qui m'intéressent. Alors, je suis aidé également par d'autres établissements. L'ADEME peut-être, par la région de chez moi. Mais j'ai bien entendu, hein, les taux sont bas. Mais les marges sont toujours peut-être identiques. Bon. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les banques mettent, entre guillemets, la main au portefeuille à travers les marges aussi? Et là, on serait vraiment dans une action où tout le monde, on ne demanderait pas simplement qu'aux consommateurs, qu'aux citoyens via nos impôts, donc sur le retour d'ADEME ou sur les aides régionales. On est sur des partenaires institutionnels, on est sur des partenaires privés. Hein. Vous avez parlé de coopérateurs, mais bon, on va pas se raconter la messe. Derrière, il y a aussi des choses qui sont faites, que ce soit à travers des banques coopératives, des banques mutualistes ou évidemment d'autres types de banques qui ont plus d'activité sur les marchés. Voilà. Non, mais vous le disiez, on en a parlé tout à l'heure, de rogner sur sa marge, parce que c'est effectivement une solution. C'est effectivement de créer ce type de prêt où on va se mettre d'accord. Vous respectez tel ou tel critère. Donc là, par exemple, dans votre cas, c'est un critère effectivement qui permet d'être vertueux sur le plan environnemental. Pourquoi pas effectivement baisser le taux d'intérêt. Voilà. Alors après, au niveau des marges, on ne va pas pleurer sur les banques, d'accord, mais quand même. Les marges, elles sont beaucoup plus basses qu'avant. Quand vous aviez des taux d'intérêt, moi je me rappelle mes parents, quand ils ont acheté leur maison dans les années 80, je crois que c'était plus de 10% les taux. Les marges, elles étaient... Oui, mais les marges étaient énormes. Là, aujourd'hui, vous avez des taux qui sont allés entre 0,5 et 1%, allez, 1,5%. Les taux... oui, attention sur les taux négatifs. N'oubliez pas qu'il y a le contrario. C'est-à-dire, alors je vais me faire l'avocat du diable, mais bon, tant pis, je vais défendre un petit peu le milieu bancaire, parce que je reste aussi un banquier. C'est que, certes, il y a les taux négatifs, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que tout l'argent qui arrive sur les comptes de la banque, et nous, on est dans l'économie sociale et solidaire. Donc, évidemment, beaucoup de nos clients sont des associations. Les associations reçoivent des subventions qu'elles n'utilisent pas tout de suite. C'est pas comme une entreprise où tous les mois le chiffre d'affaires rentre et puis on paye, etc. quoi, un restaurateur. Mais donc, par contre, voilà, c'est sur toute l'année. Donc, il peut y avoir des montants importants sur les comptes. Ces montants importants sur les comptes, la banque, elle est obligée de les envoyer à la Banque Centrale Européenne. D'accord ? On ne peut pas les garder comme ça puis se dire, bon, voilà, ça ne me coûte rien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des taux d'intérêt qui sont négatifs. Du coup, c'est le système du coffre-fort, c'est-à-dire que quand on les envoie, nous, on doit payer 40 ou 50 centimes à la Banque Centrale Européenne. Et ça mange la marge, obligatoirement. Non, mais après, il y a peut-être une autre manière de procéder aussi, typiquement de marge. Je veux dire, il y a un premier exemple, c'est que si on réduit potentiellement le risque effectivement de l'entreprise, si par exemple à ce moment-là, alors il y a beaucoup de banques maintenant qui font aussi, la plupart maintenant font des assurances, et on peut tout à fait imaginer qu'une banque d'un côté finance soit des travaux d'adaptation ou d'atténuation, etc., qu'il voit que ça réduit effectivement son risque potentiellement de sinistre, et qu'en conséquence, il puisse soit faire une péréquation ou quelque chose comme ça sur la partie crédit. Je pense que c'est même plus sain
en termes de modèle économique, hein, plutôt que de dire bon allez, je range complètement la marge, mais d'avoir un modèle économique, potentiellement il y a plusieurs services, et on se dit bah tiens, si effectivement l'entreprise fait tel type d'effort et je finance tel type de choses, je réduis potentiellement le risque, ou j'augmente par exemple sa valeur, ses marges, etc. de l'entreprise, et donc en conséquence, effectivement, je peux réduire moi de mon côté peut-être la marge ou autre chose. Ouais, du point de vue de France Active, c'est assez confortable parce qu'on va pas chercher, parce qu'on n'achète pas de l'argent donc sur le marché. Hein. Nous, voilà, donc nous en fait, on a un fonds national qui est abondé par l'épargne salariale responsable. Donc là-dessus, pour nous, on a des outils financiers qui sont à taux zéro pour certains et d'autres avec des taux d'intérêt et des systèmes de garantie et de contre-garantie. Pour nous, finalement, donc la question que vous formulez, c'est moi, donc ça me renvoie à la question du modèle économique donc du fonds de France Active. Et c'est-à-dire que pour nous, le taux d'intérêt, ce que paye en fait donc l'entrepreneur en plus, c'est ce qui permet à France Active d'avoir des taux de prise de risque plus élevés que le monde bancaire classique. C'est-à-dire qu'on peut se permettre plus de casse, en fait, et c'est notre raison d'être. Après, on ne peut pas se permettre trop de casse non plus. On a des critères qui nous permettent de rester dans un niveau de casse qui est acceptable, mais c'est le modèle économique qui définit ce niveau acceptable de casse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, peut-être juste avant vous, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que d'autres personnes qui veulent poser une question? Non? Bon. Ah, vous avez une question? Allez-y. Hein. Si ça ne vous dérange pas, hein, parce que bon... Je ne sais pas pourquoi je passe devant vous. Elle aime bien poser les questions, mais il n'y a aucun souci. Moi, j'adore aussi poser les questions. Bon, moi, je suis Bernard Benayoun de Bamboo for Life. On a été accompagné par France Active dans un prêt pour un développement, et puis on est accompagné également de temps en temps par l'ADEME. On développe des stations d'épuration végétale avec des bambous géants, donc c'est dans l'économie circulaire, avec la production de biomasse, du rafraîchissement, de la séquestration de carbone, plein de fonctionnalités, d'externalités positives. Et nous, on a besoin d'argent avec des taux très bas pour développer notre activité, parce qu'on a pour but de le développer à l'échelon national et à l'international également. Mais on est capable également de partager notre gain futur. C'est-à-dire qu'on a développé non pas une technologie qui va coûter un petit peu plus cher parce qu'elle est très environnementale, mais une technologie qui coûte moins cher parce qu'elle est sur le milieu environnemental. On est capable de proposer des stations d'épuration avec des coûts d'exploitation 3 fois inférieurs aux coûts d'exploitation classiques. Donc on est capable de gagner de l'argent derrière avec les stations qu'on va pouvoir monter. Donc voilà, en fait, ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas forcément uniquement de l'aide. On a besoin d'un accompagnement et on est capable également de rendre l'appareil en permettant aux banques, aux partenaires de rentrer avec nous dans des projets futurs, d'être co-investisseurs, peut-être aussi avec la Caisse des dépôts qui est partante sur nos projets, et pour derrière se rembourser en même temps que nous avec les bénéfices qu'on va pouvoir générer. Et voilà, cette économie circulaire, elle est également dans le système bancaire, à dire voilà, on ne va pas obligatoirement dépenser plus parce qu'on a une technologie environnementale. C'est vrai, enfin, moi je connais un modèle qui est similaire dans le domaine de l'éclairage, où il y a des entreprises qui disent à des collectivités, eh bien, on va réduire effectivement les dépenses que vous avez en électricité parce qu'avec les investissements qu'on fait dans l'éclairage, il y a un investissement au départ qui est effectivement potentiellement important. Pour que ce soit plus simple pour la collectivité, en fait, imaginons qu'on réduise de 50% les coûts, on va prendre, je sais pas, 10, 20%, et de toutes les manières, c'est gagnant pour la collectivité. En revanche, elle n'a pas directement à investir, et de l'autre côté, c'est effectivement la banque ou le financeur qui va payer au fur et à mesure. Après, évidemment, il y a toujours une part de risque, mais en fonction des projets, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont capables d'évaluer, en fait. C'est ça, et on est capable de considérer nos clients comme des partenaires et non pas comme des clients. Quand je parle à un maire, je parle comme à un apporteur d'affaires. Pour moi, un maire, c'est quelqu'un qui va m'amener 10 000 ou 20 000 clients en même temps sur un contrat qui va durer 20 ans ou 25 ans. Et du coup, finalement, comme je le considère comme un apporteur d'affaires, eh bien, je l'intéresse au projet d'une manière gratuite. Il va être acteur et actionnaire de la SEM qu'on va créer et il va, comme ça, bénéficier de la rentabilité de sa station d'épuration qu'il n'aura même pas payée. Oui, tout à fait. Bon, vous aviez encore une question, allez-y, lancez-vous. C'était pour revenir sur la comptabilité écologique, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, la question, c'était est-ce qu'il va y avoir une réglementation qui pourrait arriver comme pour les rapports extra-financiers qui sont obligatoires pour les entreprises de plus de 500 salariés? Et du coup, ce serait une super nouvelle, mais voilà. Alors, effectivement, le reporting extra-financier est en train d'évoluer au niveau européen, avec ce qui va arriver là, ce qu'on appelle le CSRD, donc le Corporate Sustainability Reporting Directive, donc pour aller sur du reporting de soutenabilité d'entreprise.
qui va se coordonner avec la taxonomie verte européenne. Alors, du coup, ça va créer quand même une avancée importante, c'est que il va y avoir donc des critères beaucoup plus avancés en termes de soutenabilité sur la production des indicateurs, sur les reporting extra-financiers, mais ça reste quelque chose d'extra-financier à part, ça on est d'accord, mais on avance sur les critères de durabilité. Et la taxonomie, par l'article 8 exactement, a mis le pied dans la demande aux entreprises, aux grandes entreprises, d'indiquer le pourcentage de leurs dépenses d'exploitation, d'investissement et de chiffre d'affaires qui sont en lien avec les activités dites durables au sens de la taxonomie. Donc de commencer à aller vers un couplage entre flux financiers et problématiques de soutenabilité. Et donc on en est là, en termes de réglementation. Après, sur les avancées réelles comptables, pour aller vers quelque chose de plus fort, par exemple, avec le WWF France, avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et d'autres acteurs, ORE, etc., on a proposé une initiative qui s'appelle la déclaration de performance intégrée, qui a fait l'objet de plusieurs amendements dans le cadre de la loi climat et résilience, qui, bon, malheureusement, ont été rejetés, mais on ne désespère pas, et qui, en tout cas, ont suscité un véritable engouement de beaucoup d'acteurs et de politiques, donc on y travaille, justement, pour arriver à ce couplage, justement. Et donc ça serait la première phase. Et puis, on a pas mal de projets au niveau, justement, du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables pour monter en puissance. Et puis, il reste encore donc les expérimentations, par exemple, le modèle CARE, où là, on en est à une quinzaine d'expérimentations de terrain et 12 programmes de recherche. Donc, ça commence aussi à monter en puissance. Et on vient même d'être cité par le FMI. Donc, on commence à... Voilà. On va prendre du poids après. Effectivement, tout le point, c'est... entre guillemets, qu'il y ait une masse critique d'entreprises, peut-être aussi certains grands groupes, pour qu'ensuite, derrière, on puisse transformer potentiellement en standard. Est-ce que... Allez-y. Bonjour, donc, mon nom est Christophe Caille, je suis un ancien industriel dans l'énergie renouvelable. On a travaillé beaucoup avec le crédit coopératif, énergie renouvelable, solaire, biogaz. Et je suis fondateur d'un mouvement qui s'appelle Entrepreneurs pour la planète, qui accompagne des porteurs de projets pour qu'ils coopèrent avec le monde de l'entreprise, réunir le monde de l'entreprise, le monde de l'environnement. Et sur ce qui est du financement des entreprises, moi je l'ai vécu à travers mon groupe pendant une dizaine d'années. Ce qui a permis au solaire de se déployer, c'est qu'on a eu la possibilité d'avoir des financements très long terme, à 20 ans. Si on n'avait pas eu ces financements à 20 ans, je pense que le solaire ne serait pas du tout ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors on avait la chance d'avoir les contrats d'achat qui amenaient les garanties très fortes, qui a permis aux banques de faire à 20 ans. Moi, je me suis battu pendant un certain temps, avant de partir de mon groupe, pour essayer d'allonger les durées de financement sur le biogaz, puisque le biogaz, on a des financements à 10-12 ans. Et je disais à mes partenaires banquiers, amenez-nous à 15 ans, vous verrez, on arrivera plus facilement à faire des centrales qui s'équilibrent. Limite, en ayant des financements à 15 ans, on prendra peut-être même moins de risques, parce qu'on aura la volatilité de la production permettra de le faire. Et mon point et ma question, c'est si on veut soutenir le développement durable, il y a un vrai levier qui est important, c'est la durée des financements qu'on met en place. Vous pourriez garder vos marges, parce que si vous nous mettez des durées plus longues, on est prêt à payer un peu plus de marge, parce qu'on s'y retrouve sur la rentabilité à long terme. Et moi, je travaille sur la création d'un fonds qui va probablement être un fonds evergreen. Et je pense que la solution véritablement financière pour accompagner le développement durable va passer par des financements long terme et des garanties qu'il va falloir trouver. Voilà. Alors, moi, il y a peut-être un point par rapport à ça. Il y a un risque. Je vais reprendre l'exemple du biogaz. Le biogaz, ça pose aussi certaines problématiques. Si vous commencez à mettre des méthaniseurs, que malheureusement, parce que j'ai entendu par exemple, je ne dis pas que c'est partout, mais ça arrive qu'il y ait certaines exploitations qui vont commencer à faire du poulet, qui vont prendre des déjections et qui vont faire un méthaniseur. Je sais que c'est des exceptions, ce n'est pas le point. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain nombre aussi d'externalités négatives qu'on va peut-être potentiellement retrouver un certain nombre d'années plus tard, pas nécessairement tout de suite. Donc la question c'est, je pense qu'effectivement le point d'avoir une vision à long terme c'est important. Il ne faut pas se focaliser sur le biogaz et les spécificités du biogaz. Mon propos c'est... Non, mais je sais, mais le point que je voulais dire, c'est simplement que, comme pour tout financement, il y a des choses qu'on peut découvrir par la suite. Je prenais l'exemple du biogaz, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive, d'un côté, parce que c'est important effectivement d'avoir une vision à long terme,
en sécurisant ça, mais aussi potentiellement de l'autre côté en tenant compte peut-être de découvertes scientifiques ou d'un certain nombre de changements qui font que potentiellement un secteur qui va être extrêmement intéressant tout à coup ne le devient plus du tout ou au contraire montre des externalités négatives très très fortes. Mais ça c'est plus quelque chose que je lance. Mais d'ailleurs, moi je suis d'accord avec Christophe sur ce qu'il dit, plus on va augmenter la durée, mais c'est une question de risque, c'est uniquement ça. Et parce que on pourra payer toutes les marges, hein, même 3 fois plus, 4 fois plus. C'est pas la marge qui compensera totalement le risque. Si vraiment ça avait été, si vraiment c'était pas un problème, dans ce cas-là, toutes les banques se seraient mises à faire des énergies renouvelables, toutes. Puisqu'il y a la garantie, comme tu disais, il y a les 20 ans, EDF signe pendant 20 ans, donc bon, bah alors toutes les banques y vont, il n'y avait pas de problème. Pourquoi elles y vont pas? Presque toutes allées. Hein, non, mais, pas toutes. Hein. Moi qui, justement, ai changé, parce qu'il y a aussi, hein, on parlait de l'agent économique consommateur-acteur, mais il y a aussi le salarié, hein, après tout. Hein. On a tous le droit, quand on est salarié ou quand on est entrepreneur, de choisir avec qui on travaille. Moi, j'ai travaillé avec une banque qui était peut-être un peu moins vertueuse que celle avec laquelle je travaille aujourd'hui, et j'en suis fier, et je suis fier de le dire aujourd'hui. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ou qui ne s'informent pas, justement, de se dire, mais en fait, il y a une banque qui existe et qui fait ça. Donc, toutes les banques, franchement, et celles où j'étais, ah oui, elles s'y intéressaient, mais alors... à petits pas, de petits pas, de petits pas. Et en fait, celles qui y sont allées, c'est celles qui aussi ont mis les moyens hors finance pour comprendre le système, pour comprendre le modèle économique. Quand vous avez, nous, à notre siège à Paris, on a ce qu'on va appeler des ingénieurs conseils, des personnes qui sont spécialisées dans les énergies renouvelables, qui vont être capables de dire aux banquiers que je suis, c'est bon, là où ça va être installé, les panneaux, etc., par rapport au soleil, par rapport à tout ça, normalement, pendant 20 ans, il n'y a pas de souci. Mais ça, il faut mettre les moyens en face, humains, qui ne sont pas spécialement de l'argent. C'est quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui va s'intéresser au modèle économique, quelqu'un qui va s'intéresser à la technique. Et ça, c'est ça qui va faire la différence beaucoup. France Active a aussi, Denis va le dire, voilà, vous avez des spécificités, vous connaissez certains secteurs sur lesquels d'autres acteurs n'iront jamais. Voilà, c'est aussi un choix d'aller sur certains secteurs et de comprendre les modèles économiques. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une matrice à deux axes. Hein. Il y a, donc, du point de vue en fait, du banquier, c'est de quelle manière je réussis à comprendre le risque et je réussis à le réduire. Et effectivement, en fait, l'expertise, c'est un moyen de réduire le risque du point de vue du banquier. Ou de le qualifier en tout cas. De le qualifier, de le comprendre et donc de le réduire. En fait, plus on le qualifie, plus on le réduit. Donc on y va ou on n'y va pas, mais plus on le réduit. Et ensuite, il y a la question de l'adéquation des outils financiers aux besoins spécifiques de la transition écologique, par exemple. Et effectivement, il y a la question de la durée du prêt. Il y a la question aussi des différés, par exemple. On peut avoir, en fait, il y a des ROI en fait, qui sont différents, donc des ROI qui sont plus longs parfois, en fait, en règle générale, sur des projets de ce type-là. La question, c'est comment, avec des systèmes de différés de remboursement, et nous, France Active, on travaille beaucoup là-dessus, en fait, on a déjà des différés importants, et on essaie qu'on réfléchit à augmenter, en fait, la durée de ces différés, de quelle manière on permet, en fait, à ces projets-là d'avoir la respiration nécessaire au démarrage. Oui, allez-y. Hein. Alors, prenez un micro. Ah, pardon, alors, je ne sais pas qui était la première. Bon, on va laisser madame, et après, je vous prendrai votre question. Merci. Comme il n'y a pas beaucoup d'hommes ici, donc c'est bien qu'il y ait plus de femmes qui posent des questions. Si aujourd'hui, on a une start-up qui développe une technologie innovante, donc la question du profil de risque, vu que c'est une innovation par définition, se pose. Ma question, c'est moi, si je veux lever des financements, quand je vais voir mon banquier... l'entreprise détient l'expertise, elle a développé la technologie. Il n'y a pas de mieux sachant, en fait, que celui qui l'a développé. Il est un peu jugé parti, quand même. Hein. Il est un peu jugé parti. Donc, ma question est la suivante. Son premier travail, j'imagine, c'est de développer au maximum son modèle économique, de détailler ses flux, ses capex, ses opex, son chiffre d'affaires, de faire des analyses de risque, de montrer toutes les variabilités qu'il peut y avoir, les fluctuations sur son chiffre d'affaires, sur tout son modèle économique. Et une fois qu'il a fait cet exercice, jusqu'où il faut pousser l'exercice justement pour rassurer le banquier
et être en mesure de fournir un exercice complet dans la levée de fonds, dans les discussions qui s'engagent. Ou sinon, il faut faire appel à un tiers qui va expertiser la technologie. Enfin, c'est la question. Par exemple, pour les startups, je pense que si vous faites un dossier qui est complet par toutes les variabilités, en fait, comme il va être tellement complexe que personne ne va comprendre et que ça va être trop compliqué. Enfin, moi, c'est donc ce qui est plutôt, enfin, pour moi, parce que moi, je fais partie de plusieurs organisations, il y a France Digital ou Tech for Good, etc., où il y a beaucoup de startups. Il y a plusieurs éléments qui comptent. Effectivement, il y a vraiment une vraie question de modèle économique. Et de voir aussi, parce qu'en fait, moi je suis aussi expert à la BPI, mais je vois aussi parfois des modèles où on voit tout de suite une exponentielle en termes de croissance de chiffre d'affaires. Évidemment, j'y crois jamais. Ce qui compte beaucoup plus, c'est la solidité effectivement du modèle économique, comment il fonctionne. C'est parfois effectivement les technologies, ce sont les personnes qui sont là. Après, je ne sais pas en fonction des banques ce qu'il en est, hein, mais c'est vrai que lorsque vous êtes appuyé soit par exemple par la BPI, soit par des VC ou ce qu'on appelle un peu du seed money, ou enfin un certain nombre de business angels qui ont déjà un petit peu, comme l'air tâté, un petit peu votre entreprise, que vous commencez à avoir ce qu'on appelle un peu des MRR, enfin des revenus récurrents, des choses comme ça, hein, que vous avez commencé à faire vos premiers pas, vos premières preuves, là on peut commencer à être rassuré et voir effectivement une tendance. Et à mon avis, vous pouvez montrer tous les slides que vous voulez avec toutes les variabilités que vous voulez, hein. En tout cas, moi, aujourd'hui, tant que la boîte n'a pas commencé, il y a des moyens de financement au début qui sont possibles à avoir, mais tant qu'elle n'a pas commencé à montrer un produit qui commence à être commercialisé ou un MVP, des choses comme ça, pour une banque, après vous parlerez, hein, mais je pense que c'est compliqué d'être financé. Il faut quand même avoir commencé à montrer ses preuves, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne verra jamais dans tous les modèles que vous verrez. Il y a aussi un autre point, c'est l'équipe. Et la capacité, par exemple, d'une équipe à pouvoir pivoter d'un modèle économique vers un autre modèle économique ou vers un marché, vers un autre marché, chose qui est impossible à voir au tout début. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous voyez en marchant, quoi. Allez-y. Merci. Ouais, puis à chaque moment, finalement, de la vie de votre projet, en fait, correspond à un acteur bancaire particulier. C'est ça, c'est-à-dire que effectivement, si on est dans un moment de la vie de sa start-up où on est en train de constituer une POC, par exemple, bon, c'est pas les mêmes acteurs que si vous avez déjà en fait quelque chose qui est commercialisable et que vous avez besoin simplement d'un appui, en fait. Voilà. Je pensais à une phase de scale, en fait. Je pensais vraiment à la phase d'après, où là, on parle de montants tout de suite beaucoup plus gros. Ouais. Et même si on a fait des proof of concept, même si on a des prototypes, etc., pour revenir à ce que disait Christophe, la question sur le long terme, on n'aura pas la réponse, même en ayant fait des POC. C'est pas, par exemple, moi, je le vois bien, c'est l'exemple de France Digital, hein, les VC, comment ils commencent à voir, parce que pour le coup, il y a une question d'expertise. En général, ils vont plutôt travailler sur des modèles qu'ils connaissent quand même un petit peu. Donc, je sais pas, vous êtes dans quel domaine? J'accompagne Bamboo for Life. J'accompagne Bernard, Bamboo for Life, sur les stations d'épuration. Donc, le plus simple en général, c'est que si par exemple, le financier, que ce soit une banque ou ailleurs, ne connaît strictement rien au domaine, ça va être extrêmement compliqué. Hein. Donc il est préférable de commencer à se tourner vers des acteurs qui ont comme un minimum de connaissances par rapport à ça, parce qu'il va vous poser les bonnes questions, il va bien évaluer les risques. Et après, derrière, effectivement, il peut y avoir aussi potentiellement des accompagnements sur le sujet qui vont vous aider à aller au-delà. Mais si, encore une fois, je pense à la fois il y a une question de timing, effectivement, à différentes phases, donc par exemple pour scaler. Et puis, de l'autre côté, ce qui se passe souvent, il y a comme un effet parfois moutonnier, hein, c'est que si vous avez un acteur qui est assez suffisamment, entre guillemets, connu, qui est expert sur le sujet, qui vous finance, souvent les autres, le tour de table va être beaucoup plus simple effectivement à mettre en place. Donc parfois, il faut trouver des acteurs qui déjà mettent une première mise de fonds potentiellement qui est plus petite. Hein. Ça peut être aussi encore la BPI qui finance ce type de choses-là. Et après, moi je vois, tiens, la BPI a commencé à financer, ok d'accord, il y a une expertise qui a été faite, ok, je suis prêt à mettre plus. Souvent, ça se passe comme ça. Encore une fois, c'est moi ce que j'ai vu. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Bon, là, vous êtes un peu entre deux, c'est-à-dire une vitesse de croisière qui est recherchée. Parce que nous, les investissements d'avenir, c'est ça, la réalisation de prototypes. Vous pouvez avoir des idées, une start-up qui veut démarrer. C'est compliqué aussi de venir sur le marché.
il y a la réalisation de prototypes. À l'ADEME, il y a une entité qui s'appelle ADEME SAS maintenant, qui n'a rien à voir avec l'ADEME, mais bon, c'est le même président que celui de l'ADEME. C'est pour aider à la commercialisation de procédés aussi. Alors ça déplace des millions d'euros et c'est pour des gros trucs, mais il y a cette notion-là. Effectivement, comme vous disiez, c'est le scale-up. Vous avez chaque fois un besoin nouveau, que ce soit les banques ou en amont avec des organismes comme la BPI, des banques comme la BPI ou des organismes comme l'ADEME. Il faut arriver à se situer, effectivement. Et je pense que ce qui a été dit, bon, Dominique l'a soulevé, l'expertise est importante. Parce que l'expertise, elle va rassurer aussi les organismes bancaires. Parce que, bon, un banquier, je veux dire, il n'est pas dans la technicité du produit qui va être commercialisé. Et si il arrive à avoir une qualification d'expert sur le sujet, ça va aussi le rassurer. C'est vrai que le premier expert, c'est vous, on est d'accord. Hein, même s'ils sont un peu jugés partis, on va vous écouter. Et déjà, le banquier qui va écouter, qui va essayer de comprendre quel est le business model, comment ça fonctionne, c'est déjà important. Ceci étant, après, et là je suis complètement d'accord avec Dominique, c'est qu'à chaque instant de la vie d'une entreprise ou d'un entrepreneur, sont partenaires. Alors, quand on parle de levée de fonds, c'est vrai que quand on n'est pas dans la banque, levée de fonds, on se dit tiens, levée de fonds, banque. Mais non, levée de fonds, pas banque. Levée de fonds, d'abord l'actionnaire lui-même. Mais des fois, il n'a pas toujours, voilà, puis il a besoin de... Et puis après, derrière, oui, ça peut être la banque, mais la banque, ça va être une filiale qui va s'occuper du financement spécifique de tel ou tel secteur, start-up, etc. Ça va être effectivement l'ADEME, ça va être BPI, ça va être France Active. Et là où c'est important, c'est le réseau. C'est-à-dire que, et là où on a tous un rôle à jouer dans la finance, que ce soit le banquier, parce que c'est un des premiers que vous allez aller voir, c'est normal, c'est logique. Quand on est client déjà à titre privé, puis tout d'un coup on a une idée, on a envie d'entreprendre, on est sur quelque chose, on va aller voir d'abord son banquier. Il faut parler du réseau, il faut parler de toutes les solutions qui sont possibles. Et ça, c'est important. Et ce type de table ronde, c'est très important aussi de voir qu'il y a différents acteurs aux différents moments de la vie. Le financement des startups, c'est un enjeu qui est très, 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 très important. En tant que banque, là où c'est compliqué, c'est qu'on ne peut pas intervenir. Alors, quand je parle de banque, l'agence bancaire que vous allez voir pour demander un crédit classique. Hein. Je ne parle pas de la banque qui va décider d'injecter. Ça, c'est des autres services qui vont décider d'injecter, puis ils vont voir ce que ça va donner, style business angel, etc. D'ailleurs, ce n'est pas souvent les banques. Ça va être plutôt des investisseurs privés autres que les banques. Mais en tout état de cause, ce qui est important, c'est de savoir ce qui existe et que le banquier vous dirige vers les bonnes personnes. Donc, et là où c'est un peu compliqué pour le banquier, c'est que des fois, vous avez des idées. Enfin, moi, je me retrouve avec des entrepreneurs qui ont des idées formidables. Je dis ça, j'y crois. Personnellement, j'y crois vraiment, mais dans le cadre bancaire, non, ça rentre. C'est pas le bon interlocuteur, la banque, tout de suite. Il va falloir d'abord peut-être se faire accompagner par BPI, par France Active, par d'autres acteurs. Par contre, là où c'est important en tant que banque, c'est d'être là au moment où justement ça va être notre rôle à jouer, de faire décoller à nouveau et d'avoir cet effet de levier de la dette, parce que la dette est effectivement un effet de levier, et nous on va jouer beaucoup cet effet de levier au moment où il y a eu de la commercialisation, ou au moment où l'entrepreneur a prouvé qu'effectivement il vendait, il y avait un chiffre d'affaires, il y avait un résultat, et nous derrière on va prendre la suite. Et là il ne faut pas qu'on loupe le coche, parce que c'est important d'être là pour continuer et pour poursuivre, mais à chacun son rôle. Mais je pensais justement au financement de projets, parce que voilà, quand on est sur des projets de 10, 15, 20 ans, à fortiori dans des cadres concessifs, notamment dans les énergies renouvelables, bon là c'est la station d'épuration, mais on est sur un cadre comme ça. C'était vraiment, voilà, j'étais dans une logique financement de projet, c'est pour ça. Il y a aussi une autre chose, c'est que typiquement, si vous avez un contrat avec une collectivité qui a signé par exemple pour 5, 10, 20 ans, quitte à ce que ça soit au début peut-être une petite collectivité, puis après plus grande ou d'autres choses comme ça, et qu'il y a un flux financier régulier qui est indiqué, c'est quand même nettement plus rassurant pour le banquier, parce que là, il voit entre guillemets des pépettes qui tombent. Et évidemment, la solidité du client avec lequel vous travaillez, évidemment, va jouer un rôle. Donc là aussi, il faut bien sûr jouer sur ce levier-là. Okay. Merci beaucoup. Oui, je voulais juste dire en complément de ce que dit William, c'est que la raison d'être de France Active, en fait, c'est d'être là
où les banquiers ne sont pas naturellement. Voilà. Donc, on est en fait sur ce champ-là, en fait, tout au niveau du crédit, par exemple. Hein. On y est aussi en fait sur la question des fonds propres, c'est-à-dire qu'on développe depuis depuis 2 ans maintenant. En fait, dans le cadre d'un programme européen, France Active PACA est engagé dans donc se frotte de métier d'investisseur, en fait. Voilà. Donc là-dessus, en fait, on va sur les segments où les autres investisseurs ne viennent pas forcément, c'est-à-dire les petits projets, là où assez en amont et là où c'est un peu risqué. Voilà. Donc c'est aussi une action en ce moment de... Oui, vous avez encore une autre question? Il demande si ça porte un nom. Soon. Et c'est lié, donc en fait, c'est lié à France Active Investissement. Mais si vous voulez, on pourra en fait reboucler avec Florence Caruso, que vous connaissez sans doute, et qui suit ce dispositif-là, France Active. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, bah, je pense qu'on on a bien duré, c'est pas mal. J'ai même pas la notion du temps. Il est quelle heure? Ah oui, on a bien duré. On a exposé les temps, bah, c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est peut-être une petite conclusion. On va le faire dans le sens inverse. Tu peux commencer. Hein. Une petite conclusion finale sur justement finances durables. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Dire merci à ta maman. Je sais pas. Oui, alors. Non, mais déjà, merci pour l'invitation à la table ronde. Voilà, déjà. Merci pour les questions. Et non, de façon générale, c'est qu'effectivement, on peut créer une finance ou un financement d'entreprise durable. C'est juste que déjà, ça ne se fera pas sans donc le changement de la comptabilité, ça c'est quasiment impossible. Ça ne se fera pas sans la science et des critères qui soient véritablement crédibles. Et que ça ne se fera pas aussi sans un ensemble d'accompagnement de tous les acteurs qui accepteront d'y aller. Voilà, mon mot de la fin. Et tu me donnes la bonne transition, et ça ne se fera pas sans le consommateur, évidemment. Sans lui, rien n'est possible non plus. C'est quand même lui qui est à l'origine de l'acte d'achat. Et effectivement, pour accompagner des entreprises qui vont être sur ces secteurs importants, le consommateur doit aussi... Je pensais à un modèle aussi, on parle du crédit coopératif, il y a un modèle dont j'entendais parler tout à l'heure, ça m'a donné l'idée, c'est les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC. On travaille avec l'Union régionale des SCOP qui est là-dessus. La coopération, c'est important. Et la coopération, là, dans les SIC, il y a qui dans les SIC? Il n'y a pas que juste le porteur de projet et éventuellement le partenaire, style mairie, partenaire public. Il y a aussi le bénéficiaire de tout ça. Et le bénéficiaire, c'est le consommateur aussi. Il a son mot à dire aussi dans ce type de société coopérative. Et on adore financer au crédit coopératif ce type d'entreprise parce que effectivement, au niveau de la gouvernance, tout le monde est engagé. Et merci encore pour l'invitation. Et ravi de voir que tout le monde est engagé sur la biodiversité, l'écologie, etc. On est content de ne pas être les seuls. Voilà, merci aussi pour cette invitation. Et je crois qu'on a mis en évidence la complexité de cette approche, puisqu'on parlait de la double matérialité. Et je crois que c'est quand même fondamental de se poser les bonnes questions. En ce qui concerne le portage de projet, il faut effectivement avoir les bons acteurs au bon moment dans le développement du projet. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir aussi. Bon, nous, l'ADEME, on est très en amont. Mais bon, après, il y a l'approche bancaire. Et puis, on a France Active qui œuvre aussi dans ce domaine-là. Et c'est bien. Et il ne faut pas avoir effectivement de trous dans le développement des projets, parce que ça pourrait être fatal, justement, à la réalisation. Voilà. Merci aussi pour l'invitation, et merci à Maxime et Vincent également pour l'invitation. Merci. Voilà, donc ça vous l'air être trop long. Effectivement, en fait, c'est juste une petite anecdote. En fait, avant de commencer la table ronde, en fait, je discutais avec Bernard Vigne, que je connais par ailleurs de mon ancienne vie professionnelle, et on se disait, mais quand même, on est complémentaires, et c'est une bonne chose qu'on ait échangé ensemble et qu'on comprenne mieux en fait ce qu'on fait l'un et l'autre. C'est ça aussi le mérite de ce plateau, finalement, c'est d'afficher une complémentarité et que je pense fructueuse. Merci encore.
Merci. Et puis après, juste pour conclure aussi, effectivement, on voit la nécessité d'une complémentarité, d'avoir aussi même sur le plan local aussi d'avoir des échanges. Je pense qu'à moins qu'on parte, mais à mon avis, ça va être compliqué dans une économie de troc, on va avoir toujours besoin de finances. Donc plutôt que d'essayer de se battre absolument contre la finance, je pense que c'est important justement de l'intégrer. Alors il y a beaucoup d'outils, hein, on peut le faire entre guillemets par la bonne volonté. À mon avis, ce ne sera pas suffisant. Sans doute la réglementation, que ce soit au niveau européen, au niveau français, mais aussi même les entreprises ont tout intérêt de prendre un pas d'avance. Hein. Une manière de voir les choses, c'est que effectivement, parfois on se dit, bah, tiens, c'est comme le 110 mètres haies qu'on va faire. Bah, c'est peut-être pas mal de commencer, par exemple en France, en commençant avec un 110 mètres haies, parce que le 110 mètres haies, on va le voir partout. Donc autant s'entraîner en France, puis après aller par la suite. Donc c'est vraiment indispensable même d'anticiper, de commencer. Hein. Moi, de mon côté, moi j'ai terminé un bouquin qui devra prochainement être publié, qui s'appelle 2050 Crash ou Renaissance, où je vois les fragilités, ce que permettent les technologies, mais quelles sont les limites. Mais aussi derrière, aussi comment on peut atténuer notre impact et surtout aussi s'adapter. On ne parle pas beaucoup de l'adaptation. Hein. C'est un point qui est essentiel. Il y a beaucoup d'entreprises, on le voit, on en a parlé, qui vont être fortement touchées. Alors ça peut être soit par des éléments catastrophes naturelles ou d'autres. Et il faut aussi qu'elles soient préparées à ces risques-là. Et je pense qu'il y a un investissement à réaliser là-dessus pour aussi diminuer le risque potentiellement. Est-ce que c'est des crashs ou c'est un autre point qui est essentiel. En tout cas, je vous remercie aussi, mais je mets encore un grand merci aussi à Maxime pour son invitation et qui nous a permis d'être là tenir pendant quelques heures. Hein. Je pense que c'était pas mal du tout. Merci à tous. Hein.